Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme prof de maths et de SVT dans un collège rural. Alors j'aime bien le rappeler parce que en fait, c'était un collège rural, donc forcément j'avais beaucoup d'ados qui arrivaient avec le bus qui les prenait en cours de route. Et c'est vrai que quand je commençais ma matinée à 8 heures par un cours de maths, je me disais, ça va être difficile que la mise en route se fasse dans de bonnes conditions. Mais ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a obligée à réfléchir constamment à la manière de transmettre les connaissances, de travailler avec eux, etc. Et comme je faisais également les SVT, je me suis forcément intéressée à la biologie. Et en même temps, parler de la fatigue des enfants, c'est vrai que je me disais qu'on impose quand même à ces adolescents des emplois du temps qui sont à peu près, qui sont quand même quelque peu aberrants, et surtout à l'âge de l'adolescence, et on pourra en dire deux mots si ça vous intéresse. Parce que les faire se lever très tôt pour prendre un bus très tôt pour venir à un établissement qui ouvre à 8 heures, c'est pas du tout respectueux de leur rythme biologique, je peux vous le dire. Et pourtant, on parle sans arrêt du respect des rythmes biologiques. On n'est pas là pour parler des adolescents, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que cette première expérience professionnelle, elle m'a vraiment beaucoup aidée à travailler par la suite sur tout ce que j'ai fait dans les écoles que j'ai accompagnées. Et je suis devenue enseignant-chercheur à l'Université de Lille, effectivement, en psychologie. J'étais donc professeure de psychologie de l'éducation, ce qui m'a amenée à m'intéresser à tout ce qui fait éducation chez l'enfant. Et je dis bien tout ce qui fait éducation chez l'enfant, en m'intéressant pas uniquement à ce qui se fait au sein de l'école, mais bien au sens large de l'éducation. Euh, j'ai travaillé avec des pays étrangers, parce qu'on est un pays qui est un petit peu replié sur lui-même et qui estime faire toujours beaucoup mieux qu'ailleurs. Alors que du point de vue éducatif, il y a plein de bonnes choses à prendre à l'extérieur, dans des pays comme le Canada ou même des pays proches de la France. Et c'est ce que j'ai fait en m'appropriant effectivement certaines choses dans le cadre des recherches que je faisais avec ces collègues étrangers. En tant que prof de psychoéducation, j'ai eu la chance aussi de former beaucoup de futurs professeurs des écoles, tout simplement parce qu'après la création des IUFM, au début des années 90, il y a eu des appels à projets dans les universités qui proposaient aux enseignants-chercheurs d'accepter de mettre en place en licence une formation spécifique pour les étudiants qui se destinaient à rentrer à l'IUFM et à devenir professeurs des écoles. C'est donc ce que j'ai fait en licence de psychologie, en mettant en place un module de psychologie de l'éducation qui m'a amené de ce fait à former beaucoup de futurs professeurs des écoles, dont certains d'entre eux ont gardé et gardent toujours aujourd'hui contact, ce qui m'a permis de beaucoup travailler dans les écoles grâce à eux également. J'ai créé le centre de formation des psychologues scolaires de Lille, ce qui m'a fait travailler avec les RASED. Et c'est une autre approche de l'enfant, forcément. Mais j'ai également travaillé avec beaucoup de départements et d'académies, puisque je recevais des stagiaires qui venaient des Ardennes jusqu'à la Seine-Maritime, ce qui m'a permis de voir que d'une académie à l'autre, il y a des choses très différentes qui fonctionnent, véritablement. Et ça ne s'est pas amélioré depuis. Et puis, quand on est enseignant-chercheur, on fait de la recherche. Et la recherche quand j'ai commencé à faire de la recherche, j'ai commencé grâce à un laboratoire qu'on était en train de construire dans l'université où j'étais, qui était un laboratoire du sommeil, où on voulait transférer les travaux qui se faisaient à l'époque, pas très loin de chez vous, à Gif-sur-Yvette, chez l'animal. Et on voulait le faire chez l'homme. Et donc on voulait voir quel est le rôle que joue le sommeil sur les apprentissages nouveaux qu'on est en train de faire. On a donc créé ce laboratoire qui nous a permis de faire de la recherche fondamentale pendant pas mal d'années sur ces jeunes adultes qui acceptaient de venir faire les recherches avec nous. Et c'est pendant ces années de recherche fondamentale que j'ai travaillé 3 ans au CHR de Lille, où là j'ai travaillé dans le service d'accueil des grands prématurés, parce qu'à l'époque, les bébés grands prématurés naissaient de plus en plus jeunes, avec un point de naissance de plus en plus petit et une immaturité de plus en plus grande. Et donc l'idée de ce travail était de voir si on pouvait améliorer le premier environnement de vie de ces bébés, tout simplement parce qu'on constatait qu'en grandissant, ils présentaient quand même pas mal de difficultés, parmi lesquelles des troubles du sommeil. Et donc l'idée de cette amélioration de l'environnement était de voir si on pouvait prévenir ces troubles du sommeil, ce à quoi on a travaillé. Et ça a fort bien marché, puisqu'on a constaté que grâce à l'amélioration mise en place dans l'environnement de vie des bébés dès leur naissance, on leur avait permis
de poursuivre normalement la maturation de leur rythme veille-sommeil. Et arrivés à l'âge normal du terme, ils avaient exactement le même niveau de maturation de leur rythme veille-sommeil que les bébés qui naissaient à terme, ce qui n'était pas le cas des bébés qui n'aient pas bénéficié des améliorations. On les a suivis jusqu'à l'âge de 3 ans. On a constaté qu'ils ne présentaient plus tous les troubles du sommeil que présentaient les bébés qui n'avaient pas bénéficié des améliorations. Donc ça avait été une recherche fort importante parce qu'elle prouvait le rôle que joue l'environnement sur le rythme veille-sommeil du bébé. Et elle prouvait par ailleurs que ce rôle il peut être positif comme il peut être négatif, ce qui n'est quand même pas neutre. Et finalement, c'est à partir de ces travaux-là qui ont été publiés que des responsables d'établissements scolaires, des directeurs d'école, ont fait appel à moi et à mon équipe en me disant si ça marche sur le bébé, pourquoi ça ne marcherait pas chez l'enfant plus grand ? Et de fait, depuis le début des années 80, je participe à des projets qui se mettent en place dans les écoles pour améliorer, pour aménager autrement le temps de travail des enfants. Je travaille avec les enseignants, mais évidemment avec les partenaires, forcément. Donc finalement, la réforme de 2013, elle n'avait rien du tout d'innovant pour moi, puisque ça faisait déjà plus de 30 ans que je travaillais dans ce domaine-là avec les établissements scolaires. Alors, ce n'est pas par hasard que c'est arrivé au début des années 80. C'est tout simplement parce qu'il faut savoir que dans les années 70-80, il y a eu un véritable bouillonnement intellectuel en France autour de cette question-là. Dans les années 50-60, il y a eu des expériences qu'on a appelées expériences hors du temps qui ont permis de valider l'existence des rythmes biologiques. Auparavant, c'était hypothétique. On avait des tas d'hypothèses qui se faisaient par rapport à cela. Mais il a fallu qu'il y ait ces expériences-là pour que véritablement on valide l'existence de ces rythmes biologiques. C'est ce qui a donné naissance à la chronobiologie, qui est devenue une science nouvelle puisqu'elle a été reconnue par l'Académie des sciences à cette époque-là. Et donc, dans les années 70-80, ce bouillonnement intellectuel, il portait sur cette question-là. Respecte-t-on suffisamment les rythmes biologiques de tout à chacun, et en particulier ceux des enfants ? Donc, beaucoup de chercheurs ont travaillé sur cette question-là, à cette époque-là, et ça a donné lieu à un conseil économique et social en 79, avec production d'un rapport en 80, qui déjà faisait des propositions pour réorganiser la journée de l'écolier, pour réorganiser la semaine de l'écolier et pour réorganiser l'année de l'écolier, en 1980. Et en 2018, on se pose toujours les mêmes questions. Peut-être un malaise en France quand même, parce qu'on est à peu près le seul pays à se poser ces questions-là, il faut le savoir. Ailleurs, il y a longtemps que les choses sont pérennisées et personne ne touche à ce qui fonctionne et personne ne se pose de questions là-dessus. Mais chez nous, on a l'impression que tous les 3-4 ans, il faut remettre le couvert sur la table et réfléchir à autre chose. On ne sait pas à quoi, mais à autre chose. En tout cas, en 80, il y avait toutes ces propositions-là. Et c'est ce qui a permis ensuite qu'il y ait des tas de contrats entre l'État et la région, l'État et les territoires, qui permettent de faire des expérimentations sur de nouveaux aménagements. Donc ce sont de ces contrats, c'est sur ces contrats que je me suis appuyée pour faire ces expériences-là. Et effectivement, on a des organisations qui ont été mises en place à l'époque, dont certaines vivent encore aujourd'hui, sont pérennisées, ce qui veut bien dire que quand on le veut, on peut trouver quelque chose qui se pérennise, c'est certain. Alors effectivement, je travaillais avec l'ensemble des partenaires, parce que c'était indispensable de le faire de cette façon-là. Ce que je dois dire aussi, c'est que à cette époque, en 70-80, c'est une époque où, comme je l'ai dit, il y a eu un véritable bouillonnement intellectuel. Il y a plein de choses qui sont apparues, dont des termes qui ont été créés, que j'ai personnellement rayés de mon vocabulaire. Et il faut savoir que le terme qui est né dans cette décennie-là, en 70-80, c'est le terme rythme scolaire. Alors, c'est pas de chance parce que ça fait 5 ans que tous les jours, on me demande de parler des rythmes scolaires. Et puis moi, je dis non, j'ai pas envie de parler de rythme scolaire. Donc, comme je viens de le dire, c'est un terme qui a été inventé, qui a été construit. Rythme scolaire, ce n'est pas une science. Il n'y a aucune donnée scientifique portant sur les rythmes scolaires puisque ce n'est pas scientifique. C'est un terme complètement construit qui, en fait, voulait dire comment réorganiser l'emploi du temps scolaire pour mieux respecter les rythmes biologiques des enfants. C'est ça que ça veut dire, rythme scolaire. Comment réorganiser l'emploi du temps scolaire pour mieux respecter les rythmes biologiques des enfants. Et c'est pour ça que je l'ai rayé de mon vocabulaire, parce qu'on voit bien que dès lors qu'on parle de rythme scolaire, on ne parle que de l'emploi du temps scolaire. C'est quoi l'emploi du temps scolaire ? C'est le temps que passent en classe les enfants de manière obligatoire, qui aujourd'hui, et ça c'est vrai depuis 2008,
représente 864 heures annuelles. 864 heures annuelles. Ça, c'est le temps obligatoire de présence des enfants en classe avec leur enseignant. Alors, on peut penser que c'est beaucoup. C'est finalement à la moyenne des pays européens et même au niveau du monde, une fois qu'on a retiré les jours fériés qu'on a en France et puis qu'on a retiré tous les temps comme les temps de récréation, etc., qui n'existent pas forcément à l'étranger parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes organisations que celles qu'il y a chez nous. Donc on est à la moyenne. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ça ne représente que moins de 10% du temps de vie total de l'enfant. Le temps de vie total d'un enfant, c'est 24 heures multipliées par 365 jours. Ça veut dire que sur une année, un enfant passe 8760 heures de temps de vie. Eh bien, 864 heures, c'est moins de 10% des 8760 heures temps de vie de l'enfant. Donc, parler de rythme scolaire et parler de l'emploi du temps scolaire, c'est parler de 10% du temps de vie de l'enfant. Est-ce que ça signifie que 90% de son temps sont inutiles à son développement, à sa croissance, à ses apprentissages, à son éducation, etc. Évidemment, quand on pose la question comme ça, c'est provocateur et c'est volontairement provocateur, parce que la réponse est non. Bien sûr que ces 90% du temps sont aussi importantes, et pourtant, on les ignore quand on parle de rythme scolaire. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis très longtemps maintenant, je ne parle plus jamais de rythme scolaire. Et quand je fais des projets, ce que j'ai continué à faire, puisque depuis 2014, j'ai mis en place des projets avec les communes que j'ai accompagnées, je parle d'aménagement des temps de l'enfant. Et ça n'a pas du tout le même sens. Parler de l'aménagement des temps de l'enfant, c'est prendre en considération tous les temps de l'enfant. C'est prendre en considération également les contenus de ces temps. Et c'est même prendre en considération les pratiques qu'on met en œuvre quand on veut transmettre ces contenus. Donc ça va bien au-delà d'une décision d'horaire ou d'emploi du temps ou de 4 jours ou 4 jours et demi. C'est bien au-delà de ça. C'est travailler sur l'ensemble des temps de l'enfant et aménager au mieux l'ensemble des temps de l'enfant. C'est ça, les projets que je construis avec les communes que j'accompagne et que je continue d'accompagner. Donc c'est effectivement de cela dont je vais vous parler, puisque c'est bien ce qui nous importe. Je dois dire que j'avais été aidée dans cette décision que j'ai prise de monter des projets comme je l'ai fait, par 2 livres qui ont été publiés dans les années 70-80 également, les années 76-77. Ces 2 livres, ils sont toujours importants aujourd'hui. Le premier, c'est celui d'un des chercheurs qui est considéré comme un des pères de la chronobiologie française, Salin Reinberg, qui avait alors publié un livre intitulé « Des rythmes biologiques à la chronobiologie ». Et dans ce livre, il a consacré un chapitre très important aux enfants, dans lequel il ne cessait de dire à quel point il est important et indispensable de respecter les rythmes biologiques des enfants. Mais il avait ajouté à cela, pour bien les respecter, il faut d'abord bien les connaître. J'ai toujours été d'accord avec ce qu'il disait là, ce qui fait que je n'ai jamais construit le moindre projet sans d'abord donner une information et une formation à tous les partenaires qui participent au projet sur les rythmes biologiques des enfants et comment les respecter. Parce que ça n'est que comme ça qu'on peut aménager correctement les temps des enfants. Et puis le deuxième livre qui a été important pour moi, c'est celui d'un pédiatre que peut-être certains d'entre vous connaissent parce qu'il habitait dans votre région, c'est Guy Vermeil, qui avait alors publié un livre intitulé « La fatigue à l'école ». Et dans ce livre, il mettait en évidence les causes de fatigue des enfants qu'il accueillait dans son cabinet de pédiatre. Et en 2001, il a participé à une conférence au cours duquel il a participé à un congrès au cours duquel il a fait une conférence. Et bien sûr, à la fin de sa conférence, on l'a interrogé en lui demandant si ce livre en question avait toujours autant de validité en 2001. Et bien sûr, Guy Vermeil avait répondu par l'affirmative en disant que c'était évident qu'il avait toujours autant de validité, disant même, peut-être même plus aujourd'hui, parce que j'ai bien plus d'enfants qui viennent consulter dans mon cabinet pour fatigue que je n'en avais dans les années 70. Et je suis certaine que s'il vivait encore aujourd'hui, il dirait exactement la même chose en 2018. J'ai bien plus d'enfants qui viennent consulter pour fatigue dans mon cabinet que je n'en avais en 2001 et que j'en avais évidemment dans les années 70. Mais il avait ajouté quelque chose à ça en disant « Si je réécrivais ce livre aujourd'hui, je ne l'intitulerais plus « La fatigue à l'école », je l'intitulerais « La fatigue de l'enfant ».
Et ce qu'il exprimait à travers ça, c'est qu'on se trompe en pensant que l'école est la seule source de fatigue de l'enfant, que la fatigue de l'enfant, elle est multisource, elle est multicause, et si on ne s'attache pas à l'ensemble des causes de fatigue de l'enfant en même temps, parallèlement, quelle que soit l'organisation que vous choisirez, vous aurez des enfants fatigués. Ça, c'est une certitude. Je peux vous l'affirmer. Donc effectivement, j'ai toujours démarré un projet en travaillant d'abord sur une meilleure connaissance des rythmes biologiques. Donc c'est forcément ce que je vais faire ce soir, fatalement, parce que ça me paraît absolument indispensable, et vous verrez que de cela découle effectivement une réflexion profonde sur l'aménagement des temps de l'enfant. Alors ces fameux rythmes biologiques, comme je vous l'ai dit, ils ont été découverts comme existants dans les années 50-60. Ça a donné lieu à la naissance de la chronobiologie. C'est une propriété de la vie. Tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, possèdent des rythmes biologiques. Tous les êtres vivants. C'est pour ça qu'ils sont importants. Toutes les plantes possèdent des rythmes biologiques. Les algues unicellulaires, c'est-à-dire qui n'ont qu'une seule cellule, possèdent des rythmes biologiques. Et c'est bien étant donné cette importance des rythmes biologiques qu'il est important de savoir les respecter. Ils sont génétiquement programmés. Ça veut dire que chacun d'entre nous possède un programme génétique relatif à ces rythmes biologiques. Ce qui veut dire que dans cette salle, où il y a quand même pas mal de monde, eh bien, nous avons tous des rythmes qui peuvent être différents. Peut-être qu'on en a. On a une partie de la population de cette salle où on a les mêmes rythmes, mais pour une autre partie, ce sera des rythmes différents. Ça, c'est une certitude, puisque chacun a son propre programme relatif à ces rythmes biologiques. Il n'y a que les jumeaux monozygotes, c'est-à-dire les vrais jumeaux, ceux qui viennent d'un même œuf, qui peuvent avoir les mêmes rythmes biologiques. Mais même les jumeaux dizygotes, les faux jumeaux, peuvent avoir des rythmes différents. Et sachez que dans une même fratrie, vous pouvez avoir autant d'enfants que de rythmes différents. Et si la fratrie est grande, ce n'est pas forcément toujours facile à gérer, et pourtant il faudrait pouvoir le faire. Et on verra que ne serait-ce qu'à partir de là, il y a des choses qu'on ne prend pas en considération, puisque cette programmation génétique, elle génère chez les enfants, mais chez les adultes également, des différences interindividuelles qu'il faudrait absolument respecter, fatalement, puisqu'elles viennent du programme génétique de l'enfant. Nos rythmes biologiques sont tous portés par des horloges biologiques. Et nous en avons beaucoup dans notre organisme, puisque toutes nos cellules possèdent des horloges biologiques, que la plupart de nos organes en possèdent également. C'est vrai pour la vésicule, c'est vrai pour le foie, c'est vrai pour la vessie, c'est vrai pour les reins, c'est vrai pour le cœur. Et nous avons bien évidemment des horloges biologiques au niveau du cerveau. Et parmi ces horloges au niveau du cerveau, on en a une qui est majeure, qui a une importance capitale à cause de l'emplacement qu'elle a. C'est un amas de cellules qui se trouve juste derrière les yeux, au-dessus du croisement des nerfs optiques. Donc elle est derrière les yeux, et c'est elle qui voit les changements dans l'environnement. C'est elle qui voit le passage du jour à la nuit, de la nuit au jour, etc. Et c'est pour ça qu'elle a ce rôle capital, parce qu'elle joue un rôle de chef d'orchestre, étant donné qu'elle voit les changements de l'environnement, ce que ne voient pas les autres horloges qui sont encapsulées dans le cerveau, et c'est elle qui indique à ces autres horloges s'il est l'heure de se mettre en route, de s'arrêter, etc. Donc elle a vraiment un rôle vital. C'est pourquoi il est important de respecter cette horloge-là pour que justement elle puisse jouer à plein ce rôle de chef d'orchestre. Si j'ai abandonné le terme rythme scolaire, c'est aussi parce que je me suis rendu compte qu'on met rythme à toutes les sauces et qu'on finit par ne plus savoir ce que l'on met derrière le mot rythme. Or, un événement rythmé, ça se définit. Ça n'est pas n'importe quoi. Un événement rythmé, c'est un événement qui se reproduit à l'identique en fonction d'une certaine périodicité. Ça, c'est vrai pour tout événement rythmé. Il se reproduit à l'identique en fonction d'une certaine périodicité. C'est pour ça qu'on parle de rythme en musique, qu'on parle de rythme en poésie, etc. Et ça veut dire aussi qu'un événement, quand on sait qu'il est rythmé, eh bien, il devient prévisible. On sait ce qu'il sera, puisqu'il sera identique à une période près. Il sera le même. Donc c'est tout l'intérêt de savoir quand un événement est rythmé ou qu'il ne l'est pas. La période d'un rythme, c'est la durée qui sépare l'apparition de cet événement
avec sa réapparition à l'identique à un temps t plus 1. Donc c'est cette durée t plus 1 qui sépare les deux événements qui correspond à la période du rythme. Chez l'humain, tous nos rythmes sont catégorisés selon 3 grandes périodes. La période des rythmes que l'on appelle circadiens. Circadien, ça vient du latin, circum dies, autour du jour. Donc ce sont tous les rythmes dont la période est d'environ 24 heures, autour du jour. On a des rythmes dont la période est plus longue. On dit de ces rythmes qu'ils sont infradiens. Et on a des rythmes dont la période est plus courte. On dit qu'ils sont ultradiens. Et respecter nos rythmes, c'est respecter tous ces rythmes-là, circadiens, infradiens et ultradiens. Alors qu'est-ce que ça signifie respecter les rythmes biologiques? Parce que tout le monde prétend les respecter. En 2013, on avait dit qu'on passait à une semaine allongée pour respecter davantage les rythmes biologiques. Et maintenant, j'entends dire qu'il faudrait revenir à 4 jours pour respecter les rythmes biologiques. Finalement, je me dis, mais ça veut dire quoi alors respecter les rythmes biologiques? Et je vois bien que quand j'interroge les uns et les autres, on n'a pas vraiment une réponse. On ne sait pas trop. Donc je vais quand même vous l'apprendre ce soir. Je vais vous dire ce que c'est que respecter les rythmes biologiques, parce que je vais vous en donner une définition qui est reconnue par la chronobiologie. Et quand je vous aurai donné la définition, je vous en donnerai un exemple concret pour que vous compreniez bien ce que signifie respecter les rythmes biologiques. Et après ça, je vous poserai 2 questions. On verra les réponses que vous me ferez à ces 2 questions que je vous pose. Alors, la définition du respect des rythmes biologiques, c'est celle-ci. C'est respecter la synchronisation des horloges biologiques entre elles quand ces horloges ont la même périodicité. C'est ça, le respect des rythmes biologiques. C'est respecter la synchronisation des horloges biologiques entre elles quand ces horloges ont la même périodicité. L'exemple concret que je vais vous prendre, c'est celui de nos rythmes circadiens, et en particulier de 4 horloges qui ont une rythmicité circadienne et qui, pour être respectées, devraient rester synchronisées. La première de ces horloges, c'est celle de notre rythme activité-repos, ou encore de notre rythme veille-sommeil, avec cette idée qu'il y a constamment un lien entre la veille et le sommeil. Je pense bien que tout un chacun a déjà fait l'expérience ici de constater que si sa journée s'est bien passée, il dort plutôt bien. Mais si la journée elle a été chargée en soucis, en tracas, l'endormissement sera plus compliqué. Mais l'inverse est vrai également. Si on a bien dormi toute la nuit, en principe, on se lève de bonne humeur et puis prêt à démarrer. Mais si la nuit a été entrecoupée de plein d'éveils et qu'au cours de ces éveils, en plus, les soucis de la journée remontaient, on aura beaucoup plus de mal à se mettre en route dans de bonnes conditions le matin en se réveillant. Donc il y a un lien permanent entre veille et sommeil qu'on retrouve dans ce rythme veille-sommeil. Au cours de ce rythme veille-sommeil, on passe par un état physiologique dont il faut avoir un bon niveau pour être sûr d'être bien concentré, attentif, etc. C'est l'état de vigilance physiologique. Cet état de vigilance physiologique, il est au plus bas dans la nuit, toujours à peu près à la même heure, y compris d'ailleurs chez les travailleurs de nuit. Toujours à la même heure, il y a une baisse de la vigilance. Cette vigilance, elle va commencer à augmenter une fois qu'on est réveillé. Elle va être à un bon niveau tout au long de la matinée. Mais 12 heures après être passée par un creux dans la nuit, eh bien, elle baisse, elle, à nouveau. Et elle va avoir tendance à revenir à un niveau qui remonte dans l'après-midi, mais on a pu constater qu'elle remonte très peu chez les enfants jeunes, en particulier de maternelle et d'élémentaire. Elle remonte davantage chez les adolescents et plus chez les adultes, mais en tout cas, elle ne revient que très rarement au niveau de ce qu'elle avait le matin. C'est très rare. Deuxième horloge circadienne, notre température centrale. La température centrale, elle passe elle aussi par un creux dans la nuit, toujours à la même heure et en même temps que la vigilance physiologique est à son creux, en même temps. C'est le moment de la nuit où vous risquez d'être subitement réveillé, tout simplement parce que d'un seul coup, vous avez froid, ça vous réveille, et vous constatez que en fait, c'est parce que vous avez perdu votre couette. Ce n'est pas que la température de la chambre a bougé, c'est tout simplement que vous êtes découvert, et donc vous avez froid, vous ressentez le froid, ça veut dire que votre température est au plus bas.
Et ça fait partie des indicateurs qu'on utilise quand on veut apprendre à connaître ces rythmes biologiques pour savoir comment ils fonctionnent, parce qu'on sait alors à quel moment on a le creux de température. Cette température, elle va commencer à augmenter environ 1h30 avant le déclenchement de notre horloge d'éveil spontané. Et là, je parle bien de l'horloge d'éveil spontané de chacun d'entre vous, pas forcément de l'heure du réveil qu'on fait sonner le matin pour ne pas être en retard au boulot. J'ai dit pas forcément, puisque dans les études épidémiologiques qui ont été faites, il a été prouvé que cette horloge d'éveil spontané, elle est variable selon les individus, bien évidemment, et elle oscille en gros entre 6h et 9h du matin. Mais il a également été démontré qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont une horloge spontanée qui sonne entre 6 et 7h du matin qu'il n'y en a qui ont une horloge qui sonne à 9h. Et chez les enfants jeunes, ils sont beaucoup plus nombreux à avoir une horloge spontanée qui sonne entre 6 et 7h du matin plutôt qu'elle ne sonne à 9h du matin. Je pense que si raisonnablement j'interviewais tous les parents qui ont des jeunes enfants, ils reconnaîtraient que quand ils veulent qu'ils dorment le matin, les enfants sont réveillés, forcément. Et c'est tout à fait normal puisque leurs horloges fonctionnent bien. Donc notre température, elle a commencé à augmenter 1h30 à peu près avant ce moment-là. Une fois qu'on est réveillé, elle atteint son plateau qui va perdurer toute la matinée. Et 12 heures après de passer par un creux, dans la nuit, elle baisse à nouveau cette température, en même temps que la vigilance. Et tout comme la vigilance, elle va avoir tendance à remonter dans l'après-midi, mais très peu chez les enfants jeunes, un peu plus chez les ados et plus chez les adultes, mais sans vraiment atteindre le niveau qu'elle avait le matin. En revanche, elle baisse en fin de journée ou dans la soirée, suffisamment sensiblement pour que chacun d'entre nous le ressente. C'est le moment de la soirée où vous-même, vous pouvez ressentir subitement un coup de froid. En même temps que vous ressentez ce coup de froid, vous vous mettez à bâiller. Mais très souvent, vous êtes occupé à faire à ce moment-là des choses excessivement importantes et vous vous dites que vous n'allez quand même pas vous arrêter, surtout quand vous êtes devant un écran, à arrêter avec cet écran, alors que finalement, dans quelque temps, ça va passer. Et de fait, vous constatez que 10 minutes après, ce bâillement n'existe plus, vous avez repris votre allant et vous pouvez poursuivre ce que vous faisiez sur votre écran. Et vous vous dites, j'avais bien raison, et non, vous aviez complètement tort. Puisqu'en fait, cette baisse de température, qu'est-ce qu'elle annonce ? Eh bien que le sommeil est prêt à arriver. C'est ça qu'elle annonce. Ça veut dire que le sommeil est prêt à venir rapidement, à s'endormir rapidement pour avoir ensuite une nuit de qualité. Ça veut tout simplement dire que quand un enfant, en fin de journée, et ce, quelle que soit l'heure, dit qu'il a froid, c'est sûrement pas le moment de lui dire de se mettre contre un radiateur ou de se mettre une couverture. C'est vraiment le moment de lui dire qu'il est l'heure d'aller dormir. Et plus on sait l'heure à laquelle l'enfant va s'endormir, plus on peut l'y préparer. Parce qu'une demi-heure avant, on peut avoir un rituel qui va permettre à cet enfant d'être prêt à aller dormir à la bonne heure. Troisième horloge circadienne, une hormone importante, celle du stress, dont on doit vérifier de temps en temps le niveau pour être sûr qu'on n'est pas trop stressé, c'est le cortisol. Le cortisol, il passe lui aussi par un creux dans la nuit, en même temps que la température et que la vigilance. Mais il est sécrété, il est fabriqué, le cortisol. Et sa sécrétion est rapide puisqu'il atteint son pic, c'est-à-dire son plus haut niveau, juste avant notre éveil spontané. Et c'est finalement l'atteinte du pic de cortisol qui provoque l'éveil de l'organisme en lui disant qu'il est prêt à démarrer sa journée. Ce bon niveau de cortisol va perdurer tout au long de la matinée. Et 12 heures après de passer par un creux, dans la nuit, il baisse lui aussi, toujours en même temps que la température et que la vigilance. Et contrairement à ces deux premières horloges, chez tout le monde, jamais il ne revient au niveau du matin. Il va continuer de baisser doucement tout au long de l'après-midi pour baisser fortement en fin de journée et être au plus bas dans la nuit. Ça veut simplement dire que si un jour un médecin vous suggère de faire un bilan sanguin pour voir où en est votre niveau de cortisol, n'allez pas faire votre prise de sang vers 16-17 heures, vous n'aurez plus votre niveau de cortisol. Il aura baissé, puisque ça n'est que le matin qu'il est à un bon niveau. Et c'est bien le matin qu'on doit faire ces prises de sang. Et puis enfin, quatrième horloge circadienne, une autre hormone importante, celle du sommeil, la mélatonine. La mélatonine, elle est synthétisée dans une glande du cerveau, qui est une glande qui est la glande pinéale, qui est encapsulée dans le cerveau, mais qui est en lien avec l'horloge qui est derrière les yeux.
La synthèse de mélatonine ne se fait que la nuit. Elle n'a lieu que la nuit. Au moment de notre réveil spontané, cette synthèse s'interrompt complètement. Et en fin de journée, la synthèse de mélatonine va se remettre en route, et c'est en se remettant en route qu'elle fait baisser la température, le cortisol, etc., et qu'elle induit l'endormissement. Donc ce que je viens de vous expliquer concrètement, c'est la synchronisation de 4 horloges circadiennes qui doivent être synchronisées si on veut avoir un rythme veille-sommeil de qualité. Et les 2 questions que je vous pose maintenant, la première, c'est qui parmi vous estime tous les jours respecter ses propres rythmes biologiques? Et il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Et qui parmi vous estime tous les jours respecter les rythmes biologiques de son enfant? Il n'y a pas beaucoup plus de mains qui se lèvent. Et à ces moments-là, je me dis que j'ai bien fait de venir, parce que maintenant vous saurez ce que ça veut dire, et que tout le monde pourra se mettre à respecter les rythmes biologiques des enfants, seul moyen de ne pas avoir des enfants fatigués. J'en passe à une deuxième catégorie d'horloges, plus longue, infradienne. Je vais en prendre 2 exemples et vous verrez que là aussi, il y aurait peut-être des choses à faire. La première de ces horloges, c'est une horloge typiquement féminine. C'est en fait l'horloge de menstruation chez la femme. Et cette horloge, elle a été très étudiée dans les années 90 par les chercheurs qui, à l'époque, s'intéressaient beaucoup à cette nouveauté qui était la chronobiologie. C'était nouveau. Aujourd'hui, ça n'est plus tout à fait nouveau, mais on continue les recherches quand même. Et en fait, ces chercheurs se posaient la question de savoir si cette horloge infradienne, relative à la rythmicité à la menstruation chez la femme, jouait un rôle particulier sur l'organisme féminin. Et ils avaient prouvé que oui, puisqu'ils avaient montré que chaque mois, les femmes, quelques jours par mois, sont obligées de faire davantage d'efforts pour avoir exactement le même niveau d'efficience pour toutes les activités qui requièrent beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, beaucoup de mémorisation. Et c'était lié à cette horloge infradienne. Ils avaient également montré que ça jouait sur des systèmes hormonaux, et en particulier sur un système qu'on appelle le système thymique. Le système thymique, c'est le système régulateur de l'humeur. Et vous voyez ce que ça veut dire. Alors, comme nous savons tous dans cette salle que nous sommes toujours de bonne humeur, ça c'est un fait avéré, ça veut dire que parmi vous, il en est qui savent que tous les mois, elles vont pendant quelques jours changer d'humeur et passer par des moments de mauvaise humeur. Alors je vais rassurer toutes celles qui connaissent ça, qui sont dans cette salle, en leur disant qu'elles n'y peuvent strictement rien, puisque c'est leur horloge infradienne qui s'exprime. Et comme elle est génétiquement programmée, on ne peut pas la bousculer. Qu'en revanche, il est évident que l'environnement, lui, peut s'adapter sans aucun problème. Et que dans l'environnement, il y a évidemment tous nos compagnons masculins. Et que pour le coup, je suis bien désolée pour ceux qui sont venus m'écouter ce soir, mais comme eux, ils ne possèdent pas cette horloge infradienne, ils n'ont absolument aucune bonne raison scientifique d'avoir des jours de mauvaise humeur dans le mois. Je peux vous affirmer que ça n'est que féminin, et c'est comme ça. Si je vous en parle, c'est parce que je travaille dans les écoles. Dans les écoles, je travaille avec les enfants, dès la maternelle, pour leur apprendre à reconnaître leur propre rythme biologique et à être capables eux-mêmes de les respecter. Et je le fais dès la maternelle. Et ça marche très très bien. Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que on sait que depuis quelques années, la puberté chez les petites filles, elle est de plus en plus précoce. Il n'est pas rare d'avoir des petites filles qui sont en cours moyen, qui sont déjà en pleine phase pubertaire. Et le constat que j'ai fait en travaillant avec elles sur la connaissance de ces rythmes biologiques d'une manière scientifique, eh bien, ça les a désangoissées par rapport à des tas de changements qu'elles voient apparaître à ce moment-là, mais sur lesquels elles ne savent pas mettre de mots. Elles ne savent pas comment poser des questions, elles ne savent pas quoi en dire, elles ne savent même pas si c'est normal ou pas. Et en fait, ça les désangoisse parce qu'alors elles comprennent ce que ça signifie, ce qu'elles ressentent, et on peut en parler. Donc c'est très important, et ça fait très longtemps que je milite pour qu'il y ait dans les programmes d'éducation à la santé un travail fait avec les enfants sur les rythmes biologiques, parce que pour moi, c'est absolument indispensable, parce que c'est les premiers acteurs qui peuvent respecter leur propre rythme biologique. Et croyez-moi, quand ils ont compris comment ça fonctionne, beaucoup changent leurs propres attitudes en constatant qu'effectivement, il y a des attitudes plus propices pour être mieux, se sentir mieux.
Et puis, on a une autre horloge qui est plus longue encore, qui a été étudiée chez les animaux, où les chercheurs, dans les mêmes années, se demandaient pourquoi, entre novembre et mars, il y a toujours des animaux qui vont hiberner, et qu'il y a même des grands mammifères, comme les ours des Pyrénées, qui vont hiverner. Et les expériences qu'ils ont menées avec ces animaux-là ont prouvé qu'en fait, c'est une condition de survie pour ces animaux. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des animaux fainéants, c'est bien une condition de survie nécessaire à la survie de ces animaux-là. On s'est donc interrogé pour nous, qui ne sommes rien d'autre que des grands mammifères, sur ce qui se passe pendant cette période de l'année. Alors j'imagine bien que si chacun d'entre vous demandait à son patron d'hiberner tous les ans, pas bien certaine que ce soit accepté. Pourtant, à cette époque de l'année, notre organisme est beaucoup plus fatigable. Il est beaucoup plus fragile. Le système immunitaire est moins efficient. Et c'est la moindre résistance de notre système immunitaire qui explique qu'on est plus malade l'hiver qu'on ne l'est l'été. Parce qu'on chope les microbes, forcément. Que c'est une période de l'année également où chez les enfants et les adolescents, le niveau de cortisol est le plus bas, alors qu'il est le plus élevé pendant l'été. Et c'est encore une période de l'année où on sait que les jours étant plus courts, la luminosité est plus faible, ce qui joue négativement sur notre bien-être psychologique, puisque ça provoque chez certains ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Or, il a été constaté qu'il y a plus de 1% des enfants qui souffrent de dépression saisonnière et qu'il y a plus de 5% des adolescents qui en souffrent. Donc effectivement, on doit y prêter attention pour gérer ça. Et c'est vrai que cette période de l'année est compliquée. Et pourtant, et là je vais en revenir justement un petit peu aux adolescents, cette période de l'année, elle constitue le deuxième trimestre de l'année. Et si je dis que je reviens sur les adolescents, c'est parce que quels sont les parents et les enseignants qui ne disent pas aux adolescents à cette période de l'année, mais en un coup, c'est un trimestre important, parce que tout le monde sait que le troisième, il ne sert à rien, vu comme il est construit et mal fait. Et donc, on demande de mettre un gros coup de collier aux ados à un moment où ils sont le plus fatigables. Et on leur dira de se reposer quand ils sont en pleine forme. Ça, c'est absolument super pour respecter les rythmes des enfants. Et je ne sais pas si un jour, il y aura un politique qui aura le courage de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière des vacances françaises, parce qu'il faut quand même que vous sachiez, et même si ça ne vous fait pas plaisir, que nous sommes le pays qui avons le plus grand nombre de jours de vacances dans l'année. Le plus grand nombre de jours de vacances. Nous sommes le seul pays au monde à avoir 4 fois 2 semaines de vacances dans l'année. Le seul pays au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et en plus de ces 4 fois 2 semaines, on a encore des jours fériés qui se rajoutent, plus les grandes vacances d'été. Ce qui veut dire qu'on réduit d'autant les journées d'apprentissage, forcément. Et à force de réduire les journées d'apprentissage, on amène forcément les apprentissages à être de plus en plus massifiés. Moins on a de jours, plus on massifie les apprentissages. Ça va de soi. Donc effectivement, dans tous les autres pays, on a beaucoup plus de semaines. Il y a des États aux États-Unis qui fonctionnent sur 45 semaines dans l'année. Avec nos 36 petites semaines, on est quand même loin des 45 semaines de ces États. Donc on n'étale pas du tout les apprentissages de la même façon quand on a plus de semaines dans l'année que quand on en a beaucoup moins. Mais enfin, je ne sais pas si un jour on arrivera à modifier ces choses-là. C'est tellement ancré comme étant indispensable aux enfants qui sont visiblement beaucoup plus fatigués que dans tous les autres pays du monde, parce qu'on ne se plaint pas tant de la fatigue des enfants dans les autres pays qui ont beaucoup moins de jours de vacances que chez nous. Mais c'est comme ça. Et puis j'en viens à une troisième catégorie d'horloges, des horloges qu'on appelle ultradiennes. Et là aussi, je vais prendre 2 exemples. Le premier de ces exemples, c'est celui d'un rythme qui apparaît très tôt chez les enfants, puisque c'est son rythme cardiaque. Comme son nom l'indique, c'est un rythme. Il est bel et bien ultradien, puisque la période est courte pour le rythme ultradien. Et c'est un outil qu'en psychologie, on utilise très souvent quand on veut voir quel est l'effort fourni par des enfants qui n'ont pas la parole, comme les bébés par exemple, qui ne peuvent pas nous expliquer ce qu'ils sont en train d'observer sur un objet qu'on leur fournit. Donc on est obligé de passer par des outils d'évaluation. Et de fait, on a constaté que toute accélération du rythme cardiaque est significative de ce qu'un effort est fourni, qu'il soit physique, qu'il soit intellectuel, cognitif ou émotionnel. Il y a un effort qui est fourni et accélération du rythme cardiaque.
On a cherché à savoir si chez l'écolier, ça arrive souvent, que ce rythme cardiaque soit particulièrement sollicité. Et on a été plusieurs laboratoires en France à travailler là-dessus. Et moi, je l'avais fait dans celui où j'étais, avec une collègue qui était prof de psycho du travail et qui était ergonome par ailleurs. Et on avait travaillé avec des écoles dans lesquelles on avait fait des tas de mesures, comme le poids des cartables des enfants, le nombre de marches qu'ils montent et qu'ils descendent dans une journée, le nombre de pas qu'ils font dans une journée, la luminosité dans les salles dans lesquelles ils sont, etc. Et en fait, on avait constaté, oui, qu'il y a bien un moment de la journée où ce rythme cardiaque est particulièrement sollicité, c'est sur le temps de midi. Sur ce temps de midi, quand on a un restaurant plein d'enfants, avec beaucoup d'enfants en même temps, sur une période donnée, on a pu constater dans les relevés qu'on a faits qu'on peut atteindre un fond sonore de 85 décibels. 85 décibels, c'est une locomotive qui passe. Ça veut dire que les enfants mangent avec une locomotive à côté d'eux. Et que sur ce fond sonore qui est énorme, on a plein de bruits impulsionnels qui se surajoutent parce qu'on a toujours des couverts en inox qui tombent, on a toujours des verres en pyrex qui tombent et qui explosent, on a toujours des cris entre passe-moi le pain, passe-moi la carafe d'eau, etc. Donc il y a un vrai brouhaha qui se surajoute à ce bruit de fond. Et puis pour y avoir mangé il n'y a pas très longtemps dans un de ces restaurants-là, j'ai constaté que quand les enfants attendent le plat suivant, quand il y a des plats qui se suivent, eh ben, ils ne le font jamais en silence. Les enfants se mettent à prendre des couverts et à faire de la musique sur la table, à prendre de verres et à taper sur la table, etc. Bref, ils ne sont pas du tout en état de vigilance à ce moment-là. Ils sont dans un état supérieur sur le plan physiologique, qu'on appelle état d'émotion physiologique, puisqu'effectivement, leur rythme cardiaque est constamment sollicité à ce moment-là. Ils sont donc en état d'émotion physiologique, et qu'a-t-on l'habitude de faire dans toutes les écoles de français de Navarre, depuis très longtemps? Eh bien, en ouvrant les portes et on leur dit « Allez vous défouler dans la cour de récréation ». Eh bien là, je peux vous affirmer que de défoulement, il n'y a pas du tout, mais absolument pas. Les enfants qui sont en émotion physiologique à la fin du repas, lorsqu'on ouvre grand les portes pour qu'ils aillent se défouler, passent en hyper-excitation. Et c'est la raison pour laquelle ils se mettent à courir dans tous les sens dans la cour de récréation. Ils sont en hyper-excitation. Donc effectivement, ce n'est pas ça qui va les aider à aller beaucoup mieux. Donc on doit absolument réfléchir à ce temps-là comme étant un temps particulier. Alors effectivement, c'est un temps particulier sur le plan chronobiologique. C'est le moment du début d'après-midi où vous-même, je suis certaine, il vous arrive de ressentir un coup de pompe. Et quand vous ressentez ce coup de pompe dans le début d'après-midi, ben souvent vous prenez un café ou un thé ou vous allez fumer une cigarette, etc., en espérant contrer ce coup de pompe et puis rester bien réveillé. Vous pensez à chaque fois que vous êtes en train de digérer ce que vous venez de manger. Et ce soir, je vais vous dire pas du tout, puisque même si vous n'avez pas mangé, vous aurez ce coup de pompe. Ça a été prouvé. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de digérer que vous avez un coup de pompe. Il est évident que si votre repas de midi il est très caloriquement chargé et qu'en plus vous ne l'avez pas accompagné que d'eau, c'est plus un coup de pompe que vous ressentez. Là, je peux vous dire que vous êtes carrément dans la somnolence. Et plus la température extérieure est élevée, plus c'est la même chose. Plus la somnolence est là. En fait, sur le plan chronobiologique, ce moment-là de la journée s'appelle le creux méridien. C'est comme ça que ça s'appelle, creux méridien. Méridien, c'est milieu. C'est donc un creux au milieu de notre rythme circadien. C'est ça que ça veut dire. C'est donc une baisse physiologique globale. C'est pour ça que même si on n'a pas mangé, on aura le coup de pompe, puisqu'il y aura cette baisse physiologique globale. Je vous ai dit tout à l'heure que 12 heures après de passer par un creux dans la nuit, la vigilance, la température et le cortisol baissent. On est dans le creux méridien. C'est donc bien une baisse physiologique qui implique absolument d'aménager ce temps-là comme étant un temps nécessaire de vraie pause pour tous les enfants. Dire qu'on aménage autant le temps de restauration, je pourrais vous dire éventuellement les aménagements que j'ai faits dans les communes que j'ai accompagnées par rapport à cela, mais on aménage également l'après. Ça veut dire, par exemple, qu'il est évident que pour les enfants qui font la sieste à l'école maternelle, cette sieste doit démarrer dès la fin du repas. Dès la fin du repas. Pas après une demi-heure d'excitation dans la cour de récréation.
Dès qu'ils ont fini de manger, on les passe aux toilettes et on les met se coucher tout de suite pour qu'ils s'endorment rapidement au moment de leur creux méridien. Et j'ai bien dit les enfants qui font la sieste, j'ai pas dit les petites sections qui vont à la sieste et c'est volontaire. Parce que je vous ai dit en introduction que nous avons un programme génétique relatif à nos rythmes qui génère des différences interindividuelles. Or, il en est une de ces différences qui apparaît très tôt, puisqu'elle apparaît chez l'enfant à 1 an. Et à 1 an, on a des typologies différentes des enfants par rapport à leurs besoins de sommeil. À 1 an, on a des enfants qui sont petits dormeurs, moyens dormeurs ou gros dormeurs. Or, il est aussi délétère d'empêcher un gros dormeur de dormir tout ce dont il a besoin que d'obliger un petit dormeur à dormir plus qu'il n'en a besoin. Et quand je fais des observations dans les écoles maternelles, je constate bien que quand on met toutes les petites sections à la sieste, il y en a toujours 1, 2 ou 3 qui vont se retourner pendant 1 heure sur leur lit, à déranger souvent les voisins parce que du coup ils font du bruit, etc. Ce sont des petits dormeurs qui n'ont pas besoin de cette longue sieste. Mais si je vais voir les moyens et les grands, j'en ai toujours là aussi quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns, 1, 2 ou 3, qui eux aussi ont la tête sur les bras, sur la table, et ils sont prêts à s'endormir. Ce sont des gros dormeurs qui, eux, auraient besoin de la sieste. Pourquoi donc ne parvient-on pas en maternelle à gérer la sieste de telle manière qu'elle soit utile à tous les enfants qui en ont besoin, sans l'imposer à ceux qui n'en ont pas besoin? Ça ne veut pas dire pour autant que les autres n'ont pas besoin de pause. Bien au contraire, tous les autres, et ça c'est vrai jusqu'au CM2, ils ont impérativement besoin à ce moment-là de la journée d'un vrai temps de pause, d'un temps de relaxation. Ça veut dire qu'on doit aménager tous les espaces dans l'école pour que tous les enfants puissent avoir ce vrai temps de relaxation à ce moment-là. C'est seulement après avoir eu ce vrai temps de relaxation qu'on va voir qu'ils vont aller jouer, mais en se détendant, de manière détendue, pas en s'hyper-excitant. C'est comme ça qu'on va éliminer la plupart des conflits qui se passent à ce moment-là, parce qu'on a des enfants qui se bousculent, parce qu'on a des enfants qui s'énervent, parce qu'on a des enfants qui ne sont pas bien. Et d'ailleurs, quand je les arrête dans leur course, donc quand je suis dans la cour en train de les observer, que je leur demande pourquoi ils courent comme ça et vers quoi ils courent, la plupart me répondent « parce que sinon je m'écroule ». C'est-à-dire qu'ils ressentent bien que cette course effrénée, c'est pour rester éveillés et pour éviter justement de s'endormir. Donc ils ont besoin de ce repos-là. Donc ça fait partie des temps qui sont à aménager au cours de la journée des enfants. Et puis j'en arrive à la dernière horloge, qui est ultradienne, qui est celle du sommeil, sachant que le sommeil, c'est un état à la fois fragile et complexe. Il est fragile, le sommeil, parce que tout ce qui se passe au cours d'une journée a forcément des répercussions sur la nuit qui suit. Que malheureusement, ces répercussions, elles peuvent être mauvaises. Elles peuvent être bonnes, mais elles peuvent être mauvaises également. Et il est fragilisé quand les répercussions de la journée sont mauvaises. Il est complexe parce qu'il est multirythme. On dit qu'il a une rythmicité ultradienne parce qu'il est constitué d'une succession de cycles de sommeil qui ont tous la même durée, à peu près 90 minutes, et qu'à la fin de chacun de ces 90 minutes apparaît un stade de sommeil qui va réapparaître de manière récurrente tout au long de la nuit, qui fait dire du sommeil qu'il a une rythmicité ultradienne de période 90 minutes. Mais il fait partie du rythme veille-sommeil, qui lui est circadien. Il a donc également une rythmicité circadienne. Et on sait qu'on a davantage besoin de dormir l'hiver qu'on en a besoin l'été. Ce qui veut dire qu'il a également une rythmicité infradienne. C'est pour ça qu'il est complexe, le sommeil. Que le respecter, c'est parfois compliqué. Cette rythmicité ultradienne, qui apparaît évidemment tous les jours, puisque c'est toutes les nuits qu'elle apparaît, elle fait donc qu'on a une succession de cycles de sommeil qui se déroulent. Savoir encore que la qualité de ce sommeil, elle va être complètement dépendante de la pression de sommeil qui aura été exercée par la journée. Ce qu'on appelle la pression de sommeil qui est exercée par la journée, c'est encore ce que je peux appeler la bonne fatigue. Quand on n'est pas assez fatigué, on ne dort pas bien. Mais quand on est trop fatigué, on ne dort pas bien non plus. Il faut donc qu'on ait en fin de journée un état de bonne fatigue pour être sûr d'avoir un sommeil de qualité. D'où l'importance d'organiser la journée des enfants de manière à ce qu'à la fin de sa journée, il ait cet état de bonne fatigue qui va lui permettre
de dormir de la meilleure façon possible. Savoir encore que les contenus de cycle ne sont pas les mêmes en début de nuit et en fin de nuit. Ça évolue tout au long de la nuit et je vais vous expliquer comment. Le début de nuit, c'est le premier cycle de nuit qui apparaît quand on s'endort. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'endort quand on peut le ressentir, quand la température baisse, c'est un bon indicateur de ce que le sommeil est prêt à arriver. C'est très clair. Le sommeil, il va être induit par la mise en route de la synthèse de mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qu'on étudie énormément depuis quelques années. Elle est synthétisée dans la glande pinéale. Pour que sa synthèse fonctionne, elle doit être rechargée. Ça veut dire tout simplement que tous les jours de l'année, quel que soit le jour de l'année, il faudrait qu'on bénéficie d'un minimum de 30 minutes de lumière naturelle. C'est indispensable. 30 minutes de lumière naturelle tous les jours de l'année. C'est le minimum. Mais quand arrive le soir, c'est l'inverse qui se produit. Pour que sa synthèse se mette bien en route, elle doit être dans l'obscurité. Ça veut dire que la chambre doit être dans l'obscurité, mais ça veut dire également qu'on a pris soin de couper tous les écrans au moins 1h30 avant l'endormissement. Et pourquoi couper tous les écrans au moins 1h30 avant l'endormissement ? Eh bien parce que tous ces écrans renvoient un flux bleuté qui est un flux très proche de la lumière naturelle. Et quand ce flux bleuté passe à travers les yeux, il va directement sur l'horloge qui est derrière les yeux. Et quand cette horloge reçoit ce flux bleuté, elle est incapable de savoir que ça provient d'un écran. Donc elle est persuadée que le jour se poursuit. Et elle n'envoie pas les bons signaux aux horloges périphériques pour leur dire qu'il faut démarrer. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que, alors même que vous avez senti un coup de froid, que vous vous êtes mis à bâiller, mais que vous avez continué devant votre écran, 10 minutes après, vous avez l'impression d'avoir repris votre allant. Oui, vous l'avez repris, mais c'est totalement artificiel. C'est parce que cette horloge continue d'avoir une activation artificielle, persuadée qu'elle est, que le jour se poursuit. Et donc, elle n'envoie pas les bons messages pour démarrer l'endormissement. Donc ça, c'est absolument indispensable. Et il faut bien dire que quand je vois dans les écoles dans lesquelles je passe le nombre d'enfants, y compris de maternelle, qui me racontent ce qu'ils regardent à la télé le soir parce qu'elle est dans leur chambre, il est faramineux ce nombre. 4/5 dans des classes de moyenne grande section. 4/5 des enfants qui me racontent de fait ce qu'ils regardent le soir à la télé, une fois dans leur lit, quand les parents sont persuadés qu'il est parti se coucher, qu'il va s'endormir. Et qui, tout fiers, me disent également, à 6 heures, il y a les dessins animés qui commencent. Ce qui veut dire qu'il est réveillé pour regarder les dessins animés. C'est sûr que cet enfant-là, il va être en pleine forme toute la journée pour bien faire tout ce qu'il a à faire au cours de sa journée. C'est une évidence. Donc c'est un vrai travail de fond qui est à faire là-dessus, que je fais dans les écoles où je passe, avec les familles, bien évidemment, que je fais dans les centres sociaux, où je travaille avec les familles là-dessus, etc. Et savoir également que, contrairement à ce que l'on croit, ça n'est pas du tout lié à une catégorie socio-professionnelle particulière. Pas du tout. Ça se trouve partout, chez tout le monde. La télé, c'est devenu une habitude. C'est la nounou qu'on ne paye pas et qui peut garder les enfants tranquillement pendant que nous, on fait autre chose. Donc, c'est certainement pas ce qui va aider les enfants à aller mieux. Chez les adolescents, c'est pareil. On devrait sortir tous les matériels électroniques de la chambre. Je pourrais en dire 2 mots des adolescents, puisque je travaille avec des lycéens professionnels. Croyez-moi, je leur change beaucoup de leurs habitudes. Mais ils finissent par admettre, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne vont pas bien, eux aussi. Alors donc, quand on est raisonnable, eh bien, on s'endort facilement, puisqu'on est au bon moment de l'endormissement et qu'on a tout fait pour que cet endormissement apparaisse dans des bonnes conditions. On va donc faire un premier cycle de sommeil qui est principalement construit par des stades de sommeil profond et très profond, qui sont des sommeils importants puisque ce sont eux qui nous permettent de récupérer de la fatigue physique et musculaire. C'est exactement de ces sommeils-là dont parlaient les grands-parents d'antan quand ils disaient que le sommeil d'avant minuit compte double. Eux savaient bien qu'avec la grande fatigue physique qu'ils avaient, ils étaient obligés de se coucher
tôt dans la nuit pour être sûr de récupérer de cette fatigue physique. Et la science leur donne raison, puisqu'effectivement, c'est dans le premier cycle de sommeil qu'on a le plus de ce sommeil récupérateur de la fatigue physique et musculaire. C'est également ce sommeil très profond qui permet de sécréter l'hormone de croissance, qui est évidemment importante pour les enfants, pour grandir, mais qui est importante aussi puisqu'elle permet la régénération du système immunitaire, la régénération du système de la peau, etc. C'est encore pendant cette phase de sommeil que les savoir-faire des enfants peuvent s'intégrer. Quand un jeune enfant apprend à faire du vélo à 2 roues, on constate qu'il a besoin d'automatiser des tas de gestes pour être en confiance sur son vélo. Or, ça ne se fait pas comme ça, en 2 coups de cuillère à peau. Et on a constaté que plus l'enfant a un sommeil profond et très profond de qualité et en durée, plus l'automatisation se fera rapidement. Et plus il saura rapidement faire du vélo à 2 roues. À la fin de ce premier cycle de sommeil, qui est important, un autre stade de sommeil apparaît qu'on appelle paradoxal. Le paradoxe vient de ce que le cerveau se met en activité, alors que le système musculaire, lui, il est complètement inhibé. C'est ça le paradoxe. C'est sur ce sommeil paradoxal que nous travaillons dans le labo où j'étais quand je vous ai dit que j'ai commencé ma carrière de chercheur dans ce labo du sommeil. Et on a prouvé effectivement que le sommeil paradoxal est indispensable à l'intégration des acquisitions nouvelles qu'on est en train de faire. Indispensable. Je ne suis pas pour autant en train de dire qu'on apprend ces leçons en dormant et qu'il suffira de se brancher sur son iPod chargé de ses leçons toute la nuit en se disant demain matin en me réveillant, je saurai mes leçons. Ça, je vous affirme que ça ne marche pas. Il y a quelques décennies de ça, existait la méthode Assimil qui prétendait qu'on allait apprendre l'anglais en dormant. Bien sûr, les chercheurs de l'époque ont testé l'efficacité de ce matériel et ils ont prouvé 2 choses. Soit le lendemain matin, le sujet se réveille en étant capable de dire que My Taylor is rich et il sait même le traduire, mais il n'a pas dormi de la nuit. Et à chaque fois que la cassette est passée, il était réveillé. Donc forcément, il apprenait l'anglais. Soit il a bien dormi toute la nuit et le lendemain matin, il ne sait toujours pas plus un mot d'anglais. Donc on n'apprend pas en dormant. Par contre, insister auprès de tous les enfants et même les adolescents sur le fait qu'ils doivent apprendre leurs leçons à un moment particulier, c'est-à-dire après qu'ils aient pris leur goûter, après qu'ils aient eu un petit moment de détente en fin de journée, c'est le moment d'apprendre ces leçons. C'est le bon moment. Des leçons, je parle bien des leçons. On apprend ces leçons et quand on les aura apprises, avant de s'endormir, on va les réviser. Et le sommeil paradoxal travaillera alors sur ces leçons qui ont été apprises de cette façon-là et révisées avant l'endormissement, va trier dedans toutes les informations qui sont importantes et les mettra en mémoire à long terme. Ça veut dire qu'une leçon qu'on a apprise et révisée comme ça, on la saura très longtemps parce qu'elle est en mémoire à long terme. Pas du tout comme celle qu'on apprend à la va-vite le matin juste avant de rentrer en classe en se disant « je vais peut-être être interrogé ce matin ». Et coup de chance, ce matin-là, on est interrogé. On est en train de recracher ce qu'on vient d'apprendre, là, tout juste. On est content parce qu'on a une bonne note et 2 jours après, on a tout oublié parce qu'on ne l'a pas du tout intégré de la même façon. Donc, les 2 catégories de sommeil, profond et très profond, comme paradoxal, sont aussi importants pour le bon développement de l'enfant. En début de nuit, on a donc beaucoup de sommeil profond et très profond. Plus la nuit avance et plus les cycles se déroulent, plus le sommeil très profond diminue. Dans le 4e cycle, il n'y en a plus du tout. Et c'est l'inverse pour le sommeil paradoxal qui commence de manière très très brève, mais ne cesse d'augmenter en durée pour être long en milieu de nuit jusqu'à la fin de nuit dans le dernier cycle de nuit. C'est souvent le sommeil qu'on appelle sommeil de rêve. Ça veut tout simplement dire que le matin, quand vous faites sonner votre réveil pour vous réveiller, vous avez forcément des chances non négligeables d'être pris en plein rêve. Et il faut bien avouer quand même que si le rêve était sympa, c'est frustrant parce que vous ne connaîtrez jamais la fin du rêve. Puisque vous êtes obligé de vous préparer, que vous n'avez pas le temps de penser à la suite du rêve et vous ne savez même plus que vous avez rêvé d'ailleurs. Mais ça veut surtout dire que vous avez perdu une partie de votre sommeil paradoxal. Et que quand ça se répète tous les jours, on perd une partie de son sommeil paradoxal. Donc c'est très vrai, aussi bien chez les enfants que chez les adolescents, d'où l'importance de respecter ce sommeil
son endormissement et son éveil. Et ce sommeil, justement, il est souvent reproduit sous la forme d'un train. On n'a pas tout à fait tort de le reproduire sous la forme d'un train, puisqu'effectivement, ce train, il a une locomotive qui tire des wagons. Chacun de ces wagons représente un cycle de sommeil. Alors, ce que je peux vous dire par rapport à ce train, c'est par exemple qu'on a tort de dire, comme je l'entends de plus en plus souvent, qu'il faudrait mettre en place des rythmes différents pour les maternelles et les élémentaires. C'est faux. D'abord, dans les communes que j'ai accompagnées, on a systématiquement la même organisation et elle marche très très bien, en maternelle comme en élémentaire. Et pourquoi je dis que c'est une erreur ? Tout simplement parce que quand on regarde le train du sommeil des enfants entre 3 et 10 ans, c'est exactement le même. C'est exactement le même. Entre 3 et 10 ans, le sommeil de nuit des enfants est le même. Ils ont les mêmes besoins en sommeil de nuit. C'est sur le sommeil diurne que ça change. La sieste va diminuer avec l'âge, elle va même disparaître avec l'âge, mais pour le sommeil nocturne, c'est le même train du sommeil. Ce que l'on ne dit pas suffisamment souvent pour ce train du sommeil, c'est que la locomotive, elle doit partir tous les jours à la même heure. Tous les jours à la même heure. Ça veut tout simplement dire que l'heure de coucher des enfants doit être tous les jours la même, quel que soit le jour de la semaine. Et y compris d'ailleurs pendant les vacances de 2 semaines. Et je vous expliquerai pourquoi. Ça, c'est indispensable. Il faut que vous sachiez qu'il y a une étude britannique qui a été menée par des chercheurs de l'équipe de Kelly qui ont étudié une cohorte de plus de 10 000 enfants, 10 350 enfants. Ils ont étudié cette cohorte jusqu'à 7 ans, entre 3 ans, 5 ans et 7 ans. Et en fait, ils ont constaté qu'à 7 ans, les enfants qui ont le plus de comportements de déconcentration, d'inattention, des comportements quelque peu asociaux, des comportements d'hyperactivité, même pour certains d'entre eux, etc., eh bien, ce sont des enfants qui, dès l'âge de 3 ans, ont connu des retards de coucher régulièrement toutes les semaines, par exemple. Et ils ont prouvé que c'était vraiment lié à ça, puisque cette équipe a proposé à certaines familles d'accepter de remettre en place une régularité dans le rythme veille-sommeil de leur enfant. Ces familles ont accepté et de fait, elles ont constaté que dans l'année qui a suivi, avec la régularité remise en place, ces comportements ont disparu. Donc ils étaient vraiment liés à cette irrégularité du rythme veille-sommeil. Donc ça, c'est vraiment, vraiment indispensable. Et il faut absolument entendre que c'est un des problèmes majeurs du sommeil qui n'est plus de bonne qualité pour les enfants et qui est devenu un problème de santé publique. On a tendance à croire, et je sais que certains parents le croient, que quand ils se couchent plus tard, le train se déplace et puis il se lèvera plus tard. Qui n'a pas tenté dans cette salle de coucher tardivement son jeune enfant le samedi soir avec le secret espoir de pouvoir faire la grasse matinée le dimanche matin? Et est-ce que ça marche ? Ben non, ça ne marche pas, bien sûr. Il est levé à la même heure. Et c'est normal, puisque ces horloges fonctionnent bien. Alors pourquoi elles fonctionnent bien ? Ben parce que je vous ai dit tout à l'heure que finalement, l'horloge qui provoque l'éveil de l'organisme, c'est l'atteinte du pic de cortisol. Or, les 4 horloges qui sont synchronisées au moment de notre éveil n'ont pas la même vitesse de déplacement. Quand on va se coucher plus tard, on ne bouge qu'une seule horloge, celle du rythme veille-sommeil. On ne bouge que cette horloge-là. La température, elle a besoin de 7 jours avant de bouger. Le cortisol et la mélatonine ont besoin de près de 2 semaines avant de bouger. C'est pour ça que je vous dis que pendant les vacances de 2 semaines, on devrait conserver la même heure de coucher des enfants que pendant l'année. Parce que c'est au bout de 2 semaines qu'il a enfin retrouvé un nouveau rythme et que ses horloges sont de nouveau synchronisées. Et là, il doit revenir en arrière pour revenir à l'école. Ce qui explique que quand il revient à l'école le lundi, les enseignants disent la plupart du temps, on n'a pas l'impression qu'il revient de vacances. Ben oui, forcément, parce qu'il s'est désynchronisé. Donc non, la grasse matinée n'est pas ce qui va permettre de récupérer de la fatigue accumulée parce qu'on s'est couché plus tard. Et d'ailleurs, y compris avec les ados avec lesquels je travaille, quand je leur demande,
ils reconnaissent que quand ils traînent au lit, comme ils disent si bien, pendant 3-4 heures le dimanche matin, il n'est pas rare qu'ils se lèvent en étant encore fatigués, bien qu'ayant eu 3-4 heures de grasse matinée et en ayant mal à la tête. Et là, je leur explique que c'est physiologiquement explicable, puisqu'en fait, le cerveau, qui est quand même très intelligent, a calculé combien d'heures il reste entre le moment où on s'est vraiment endormi et l'heure où sonnera le pic de cortisol. Donc, il a forcément moins d'heures quand on s'est couché plus tard. Et comme on a moins d'heures, il est obligé de grappiller sur les différents stades de sommeil. Et en particulier, il va supprimer beaucoup de temps passé en sommeil profond et très profond, qui est justement celui qui permet de récupérer de la fatigue. Donc, avec 3-4 heures de grasse matinée où on traîne au lit, on est encore fatigué parce qu'on n'a pas eu suffisamment du sommeil nécessaire à la récupération de la fatigue. Et le mal de tête que l'on ressent, eh bien, c'est parce que nos 4 horloges sont désynchronisées entre elles. On dit qu'on est alors en désynchronisation interne. Nos 4 horloges internes sont désynchronisées entre elles, ce qui explique ce mal de tête, comme on l'a quand on est en jet lag, quand on a passé plusieurs fuseaux horaires, quand on l'a, comme l'ont certains travailleurs qui changent de rythme tous les 8 jours et qui ne sont jamais synchronisés, etc. Voilà, c'est tout à fait connu dans le monde du travail également. Donc effectivement, ce sont tous ces rythmes-là qui devraient être absolument préservés chez l'enfant et respectés si on voulait qu'ils aillent bien. J'espère que vous aurez également compris qu'à travers une meilleure connaissance de ces rythmes-là, on a tort, en France, de considérer depuis aussi longtemps que le matin est équivalent à l'après-midi. Parce que c'est faux. Il n'a jamais été équivalent à l'après-midi. C'est le matin que les enfants sont les plus disponibles et on le sait depuis très longtemps puisque c'est un psychologue qui s'appelle Alfred Binet et qui, déjà à la fin du 19e siècle, en 1887, avait publié un bouquin qu'il avait intitulé « La fatigue intellectuelle » parce qu'il travaillait avec Jules Ferry qui était en train de mettre en place les écoles. Et il avait donc fait tout un travail d'expérimentation, mais il avait récupéré également des expérimentations qui étaient faites dans d'autres pays, qui étaient en train de rendre également la scolarisation pour tous, mettre en place la scolarisation pour tous, parce que toutes ces expériences essayaient de voir quels étaient les meilleurs moments de la journée. On est capable de demander à des enfants d'avoir des activités compliquées et d'être capable de les faire vite avec peu d'erreurs. Eh bien, toutes ces expériences avaient démontré que c'est toujours le matin, qu'on y arrive, que dès qu'on est dans l'après-midi, c'est la vitesse qui ralentit, c'est les erreurs qui apparaissent. Et c'était vrai en France comme dans les autres pays, puisque ça avait été fait en Russie, ça avait été fait dans d'autres pays. C'était la même chose. Il disait toujours aux enseignants, Alfred Binet, « Faites bénéficier vos écoliers de la clarté mentale de la matinée ». Et puis quelques décennies plus tard, c'est un autre chercheur, Pierre Magnien, qui est médecin et qui connaît très très bien l'école puisqu'il a été recteur. Il a été recteur dans la circonscription de Besançon, donc il connaît bien l'école. Et c'est pareil, il avait fait des mesures physiologiques pour voir si au cours de la journée, il y a des moments plus adaptés aux apprentissages que les autres. Et il avait constaté exactement la même chose, à savoir que c'est toujours le matin que les enfants sont les mieux synchronisés. Toujours. Et il montrait que l'après-midi, ils n'ont jamais le même niveau de synchronisation que le matin. Il avait y compris regardé ça chez des enfants chez lesquels on avait aménagé la pause méridienne, le creux méridien. Donc ils s'étaient reposés à ce moment-là, etc. Et malgré ça, il avait montré que la reprise qui suivait ce moment-là n'avait jamais le même niveau de synchronisation que celle du matin. Donc il disait la même chose, c'est le matin qu'il faut privilégier. Donc de fait, on a intérêt à privilégier les matinées, ce que j'ai fait. J'ai beaucoup privilégié les matinées. Quand je dis beaucoup, j'ai même eu un groupe scolaire qui a travaillé sur 6 matinées et qui, s'il avait pu poursuivre, aurait poursuivi. S'il ne l'a pas fait, ce n'est pas parce qu'il a décidé de ne plus le faire, c'est tout simplement parce qu'un décret est sorti à un moment donné qui a supprimé le samedi matin d'école. Donc forcément, ils ont dû enlever le samedi. Mais ce groupe scolaire n'a jamais connu les 4 jours. Il est toujours resté à 5 matinées. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, à cause de ces connaissances-là, que j'ai toujours dit qu'il faudrait que les matinées soient plus longues. Ça, c'est pour moi quelque chose d'assez indispensable, de casser l'idée d'une équivalence entre le matin et l'après-midi et d'avoir des matinées plus longues. Et l'expérience que j'en ai maintenant
depuis des décennies, puisque ce groupe scolaire a 22 ans et ça fait 22 ans qu'il a des longues matinées, prouve que de fait, on ne travaille pas du tout de la même façon avec des matinées plus longues. C'est vrai aussi bien en maternelle qu'en élémentaire. En maternelle, le gros intérêt des matinées plus longues, c'est le fait que l'on permet aux enfants d'aller au bout de ce qu'ils font. Je passe beaucoup de temps d'observation dans les écoles. Et quand je suis dans des écoles maternelles qui ont souvent des petites matinées, coupées par une grande récréation, parce qu'il faut du temps pour sortir les enfants de maternelle, pour leur mettre leur manteau, etc., eh bien, je me suis aperçue qu'il y a un terme qui revient très très souvent dans la journée d'un enfant de maternelle. C'est le terme « dépêche-toi ». Et on passe son temps à demander aux enfants de se dépêcher. C'est très frustrant pour lui qui vient là pour apprendre à aimer l'école, apprendre à avoir plaisir à apprendre, etc. On lui demande sans arrêt de se dépêcher. Avec nos longues matinées, on ne lui demande plus de se dépêcher. On le laisse aller au bout de ce qu'il a commencé, y compris si on a des enfants un peu plus lents que les autres. Ce n'est pas grave. Les autres, ils peuvent passer à autre chose. Ce n'est pas du tout gênant. Et c'est l'intérêt de ces longues matinées. En élémentaire, c'est très intéressant également, parce qu'on peut alors travailler d'une toute autre façon qu'on ne le fait depuis maintenant des décennies, sous prétexte qu'il y aurait, et ça c'est aussi très franco-français, des matières fondamentales et des autres qui sont secondaires. Or, tous les travaux que j'ai menés en psychologie de l'éducation et tout ce que j'ai lu dans les travaux menés en psychologie de l'éducation prouvent que l'on n'a jamais appris à lire, écrire et compter qu'en maths et en français. Que c'est bien au contraire, quand on s'aperçoit qu'un enfant est capable de lire une consigne de maths et de comprendre ce qu'on lui demande de faire, qu'on est capable de dire qu'il sait lire. Quand il lit un paragraphe d'histoire et qu'il raconte ce qui a été dit dans ce paragraphe d'histoire, qu'on peut dire qu'il sait lire. Ce n'est pas parce qu'il répétera à l'envi le même texte de français en français où il finira par être conditionné à répéter la même chose qu'on peut dire qu'il sait lire. Pour compter, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc non, il n'y a pas des matières fondamentales et des matières secondaires. Il y a des matières très abstraites qui demandent une concentration très coûteuse sur le plan cognitif. Et il y a des matières où on fait appel à la créativité, où on fait appel à la motricité, qui donc vont être moins coûteuses du point de vue cognitif. D'où l'importance de faire s'alterner pédagogiquement toutes ces matières-là. C'est ça l'intérêt des longues matinées. C'est de faire s'alterner des matières coûteuses, abstraites, avec des matières moins coûteuses parce qu'on fait appel à la créativité ou à la motricité. Et c'est justement en jouant sur ces alternances pédagogiques qu'on s'est aperçu à quel point on pouvait conserver beaucoup plus longtemps la disponibilité des enfants dans les apprentissages qu'on est en train de lui faire. Et quand on fait ce juxtaposé dans ces alternances pédagogiques des matières aussi différentes que les maths et la musique ou que le PS et les maths, eh bien on s'aperçoit qu'on peut faire des liens entre ces matières parce qu'ils existent, les liens. Et plus on fait de liens entre ces matières-là, plus on va aider l'enfant à développer ses capacités de transfert des apprentissages. Parce qu'il comprendra beaucoup plus facilement que ce qu'il apprend dans une matière est utile dans une autre. Donc il développera un peu à la fois ses capacités de transfert d'apprentissage. Et lui donner, faire qu'il ait acquis cette capacité-là à la fin de l'école primaire, ça va évidemment l'aider à rentrer beaucoup plus facilement au collège, où là, il aura des temps de cours côte à côte, avec des profs côte à côte, où personne ne fera pour lui ce lien entre les matières qu'il verra côte à côte. Donc travailler de cette façon-là, ça change profondément la disponibilité des enfants aux apprentissages. Ça change leur plaisir d'apprendre parce qu'ils s'aperçoivent que finalement, quelle que soit la matière dans laquelle ils sont, ils apprennent des choses qui vont être utiles à une autre et parfois ils en préfèrent, mais ce n'est pas grave puisqu'ils utiliseront ce qu'ils ont appris dans l'autre matière à un moment donné. Et puis enfin, il y a deux petites choses qu'il faut également savoir, c'est que, puisqu'on parle beaucoup de la fatigue, mais on ne sait pas trop ce qu'on met derrière, là je vous ai quand même donné beaucoup de moyens d'aménager au mieux les temps pour éviter ces fatigues de l'enfant. Il y a autre chose que l'on sait aussi. Ça, c'est un autre chercheur avec qui j'ai travaillé, qui s'appelait Paul Fraisse, qui a beaucoup travaillé sur les rythmes des enfants, y compris sur les rythmes de type tempo, de type les tempos que l'on peut avoir, etc. Bon. Et en fait, il avait montré dans des expériences qu'il avait faites avec des enfants
que le temps d'attente est toujours trop long pour les enfants. Et donc, j'ai cherché à voir s'il est des temps d'attente qui sont comme ça, des temps d'attente un peu pénibles pour certains enfants. Et oui, j'en ai trouvé dans les écoles. C'est le fait des enfants qui parfois arrivent très tôt le matin, pour des raisons normales, les familles qui travaillent et qui sont obligées de laisser l'enfant tôt le matin. Et puisque j'ai pu constater que beaucoup de ces enfants, dans la plupart des communes où je suis allée, c'est que bien souvent, quand ils arrivent, les parents ont essayé de les réveiller un peu plus tôt pour leur donner un petit déjeuner, alors que ce n'est pas du tout la bonne heure pour leur donner. Pas du tout. Et pour éviter que ces enfants, à cette heure-là, ne soient qu'en attente jusqu'à ce que l'heure de la classe commence, on s'aperçoit alors que leur motivation s'est émoussée pour se mettre au travail. Dans ces communes-là, on a proposé aux familles de fournir le petit déjeuner aux enfants qui, du coup, arrivent tôt le matin. Et j'en ai qui arrivent très tôt, puisqu'on a des écoles qui commencent à 7h, d'autres à 7h15, d'autres à 7h30. Les enfants arrivent donc avec leur petit déjeuner. On installe une tablée. Et tous les enfants qui sont là à ce moment-là mangent tranquillement leur petit déjeuner jusqu'à 8h, 8h15, sans être bousculés, sans être pressés. Ils apprécient énormément parce qu'ils ne sont pas en train d'attendre et ils sont en train de prendre leur petit déjeuner à la bonne heure. C'est-à-dire que là, ils mangent bien parce qu'ils ont faim, parce que ça fait déjà un moment qu'ils sont levés. C'est comme s'ils le prenaient à la maison et ça se passe super bien. Et les professionnels qui encadrent ça disent qu'effectivement, ça a beaucoup changé le démarrage de la matinée. Il est une autre chose que j'ai observée également, tout ça, ça vient d'expérience, de terrain. C'est que je suis donc dans les écoles à 7h ou 7h30, selon l'heure où ça démarre. Et puis au moment où la grille va s'ouvrir pour faire démarrer l'école, je vais dans la cour. Et là, je vois des enfants qui arrivent sur le trottoir, très calmes, qui donnent la main à la maman, qui tiennent la poussette, etc. Ils sont calmes. Et puis on ouvre la grille, le portail de l'école, parce que c'est l'heure de faire entrer les enfants dans la cour. Et ces enfants, très calmes sur le trottoir, passent un pied au-dessus du seuil de l'école et se mettent à courir. Et les voilà partis à s'exciter. Et ça va durer 10 minutes. Et après, il va falloir les calmer avant qu'ils ne se rangent, qu'ils viennent, etc. C'est du temps perdu. Et c'est de l'excitation pour rien. Parce que tôt le matin, ils n'ont pas besoin de s'exciter. Absolument pas. Et donc, j'ai proposé aux enseignants, sous couvert de l'IEN, qui ont tous accepté et qui aujourd'hui trouvent qu'effectivement, ça va beaucoup mieux, que quand l'enfant arrive à l'école, il rentre directement en classe. Pas question qu'il s'excite dans la cour de récréation. Il va dans sa classe. Il a donc des minutes qui sont à lui, où il va avoir le temps de sortir ses affaires, de préparer tranquillement, où il a le temps de prendre un petit jeu. Et j'ai par exemple une collègue de CM2 qui fait ça maintenant depuis plusieurs années et qui me dit « Vous avez bien raison de dire qu'il ne faut jamais dire que les maternelles, ce n'est pas comme les élémentaires. » Parce qu'on ne se dit pas suffisamment souvent qu'en élémentaire, ils ont parfois les mêmes besoins que l'ont les maternelles. Et comme elle raisonne comme ça, elle l'a fait avec ses enfants d'élémentaire de CM2. Et elle leur a dit que sur ces minutes où ils arrivent comme ça le matin, ils ont le droit de prendre ce qu'ils veulent. Et elle a été très surprise de voir que beaucoup de ses élèves sont allés rechercher des perles à enfiler, de la pâte à modeler en CM2. Parce qu'ils avaient envie de faire ça à ce moment-là, parce que ça les calme, ça les détend, c'est un temps de transition douce, et puis ils vont démarrer la matinée tranquillement. Et de fait, ses collègues me disent que ça a tout changé dans le démarrage de la matinée, à un point tel qu'ils ont supprimé la sonnerie de l'école et que c'est une musique dans la classe maintenant qui se met en route et qui leur dit « Maintenant, on range tout et on va se mettre au travail et on va démarrer la matinée. » Et on commence cette longue matinée qu'on va avoir dans de bonnes conditions, sans s'être déjà énervé, sans s'être déjà excité. On est bien pour démarrer parce qu'on a eu ce temps de transition douce. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est également Paul Fraisse qui l'avait démontré, c'est que provoquer trop de transition, de temps de transition, c'est une source de fatigue. Donc c'est vrai que moi j'ai essayé d'éliminer le trop plein de transition, changer de référent, changer de lieu, changer, etc. sur des temps trop courts, avec un émiettement des temps qui peut être une source de fatigue, de fait. Et donc on a éliminé ça dans les organisations que j'ai mises en place pour ne pas avoir ça. Donc voilà ce que je voulais vous apporter comme élément de connaissance ce soir, pour faire en sorte que tout aménagement du temps de l'enfant respecte ses besoins et permette à cet enfant de grandir dans les meilleures conditions possibles et même d'avoir plaisir à apprendre. Parce que je rappelle tout de même que cette réforme, c'était
comme l'avait dit François Hollande lorsqu'il a récupéré le rapport à la fin des journées de concertation de l'été 2012, le premier levier de la réussite des enfants. Et que Vincent Payon avait dit également, et il l'avait écrit dans la lettre au maire qu'il avait envoyée en janvier 2013, et ça avait été redit dans l'annexe du projet de loi, que cette réforme allait permettre de changer profondément le fonctionnement de l'école et de modifier profondément les pratiques des enseignants. C'est écrit en toutes lettres. Et quand Jean-Marc Ayrault s'était présenté devant les DAZEN et les recteurs au mois d'août 2013 pour lancer la réforme, il avait dit que grâce à cette réforme et grâce au projet éducatif qui allait être construit sur l'ensemble des temps de l'enfant, scolaire, périscolaire et extrascolaire, on allait effectivement innover complètement dans le cadre de cette refondation de l'école. Donc moi, c'est ça que j'attendais de cette réforme. C'est ça que je me suis appliquée à faire dans les communes que j'ai accompagnées, qu'aujourd'hui ne change rien. Ils sont très contents de ce qu'ils ont et ils ne vont pas bouger parce qu'effectivement, les enfants sont dans de bonnes conditions d'apprentissage, plaisir à apprendre, et c'est effectivement ce que je voulais qui se passe avec la mise en place de cette réforme. Je suis tout à vous pour les questions que vous souhaitez me poser. Moi, je voudrais poser une question sur la pause méridienne du midi. Les études recommandent, quand vous dites une pause longue, ou après une longue, vous recommandez combien de temps de pause? Alors, en fait, la pause dépend du nombre de services que l'on a dans l'école. Il se fait que c'est un hasard, mais dans toutes les communes que j'ai accompagnées, il y avait 2 services minimum de repas. Il y a parfois 3 services. Et là, il faut 2 heures. Il faut 2 heures pour respecter le temps de repas de chacun de ces 2 services et respecter la pause également pour chacun de ces services. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas non plus que le 2e service sorte de table pour aller en classe. On voulait qu'il ait un temps de relaxation qui puisse se faire après la restauration qu'il avait eue à ce moment-là. Donc c'est vraiment lié au nombre de services que l'on a. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la durée de la journée dans les établissements scolaires des enfants. Puisque finalement, ils restent plus longtemps dans les établissements scolaires. Plus longtemps que quoi? C'est-à-dire qu'ils restent plus de jours, donc ils restent le même temps. Ils s'en vont à 6h30, ils viennent le matin à 7h30. Le temps scolaire est assez long. C'est pas le temps scolaire. Non, mais c'est le temps global de l'enfant. C'est le temps global Oui. C'est le temps collectivité. C'est le temps de collectivité de l'enfant. Mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Ce que j'en pense, je ne vais pas dire aux parents d'arrêter de travailler. Je ne vais pas dire aux mamans de retourner au foyer, comme ça a été fait en Allemagne à une époque où on a préconisé aux femmes de rester à la maison, comme ça permettait de récupérer les enfants de bonne heure dans l'après-midi. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de solution tant qu'on n'aura pas changé le fonctionnement du monde du travail dans notre pays. Donc on est bien obligé de partir du principe que quelles que soient ces journées, il les aura aussi longues. Et si elle se fait pas avec du temps scolaire, elle se fera dans un autre temps de collectivité, mais ce sera aussi long. La durée sera toujours aussi longue. Donc c'est bien pour ça qu'il faut aménager au mieux l'ensemble de ces temps, ce que je propose et ce que j'ai proposé, ce que j'ai fait dans les communes que j'ai accompagnées. De telle manière que l'enfant ne sorte pas complètement éreinté à la fin de ces longues journées et que ce soit vraiment qu'il y ait suffisamment de temps de détente. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais à quoi je crois fondamentalement. Je vous ai parlé du temps des transitions trop importantes qui émettent trop le temps des enfants. Ce qui est aussi une source de grande fatigue des enfants, c'est de le mettre constamment en activité. De le mettre tout le temps dans des activités, quelles qu'elles soient, alors qu'on sait très bien que l'activité ne rien faire est une activité absolument indispensable au développement de l'enfant. C'est le seul moyen pour lui d'être capable de rêvasser, de développer son imaginaire, etc. Donc c'est exactement ce qu'on met en place sur les pauses méridiennes, mais c'est également ce que l'on met en place dans nos fins d'après-midi, puisque nous n'avons pas la même organisation que chez vous, c'est une toute autre organisation qu'on a. Mais sur les fins d'après-midi, les enfants ont effectivement ce temps-là d'avoir le droit de ne rien faire, le droit de rêvasser, le droit de faire du jeu complètement libre, sans avoir à se prendre la tête, etc. Parce que c'est indispensable qu'il ait ça dans ses journées. Déjà, je voudrais vous remercier pour la qualité de la conférence. C'était vraiment passionnant.
J'ai deux petites questions. La première, vous n'avez pas arrêté de répéter que dans les communes que j'accompagne, etc. Je voudrais savoir si la commune d'Orsay vous a proposé de nous accompagner, parce que moi, à titre personnel, j'aimerais bien, et savoir dans quelles conditions ça pourrait se faire. Et puis, la deuxième question que j'ai à vous poser, c'est que vous avez donné tout un tas d'exemples de ce qui serait bon pour les enfants. Nous, c'est l'objet de la conférence de ce soir, c'est qu'on va avoir à Orsay une question à se poser sur cette période qui correspond qu'à 10% du temps d'activité de l'enfant, mais qu'est-ce qu'on en fait, comment on la gère ? Or, ce qu'on vient de comprendre de tout ce que vous avez dit, c'est qu'il y a tout un tas de paramètres qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que vous nous avez expliqué que ce qui serait bien, c'est que les périodes de vacances soient plus courtes, c'est qu'il y ait beaucoup plus de jours de travail sur une année. Et tout ça, vous m'avez convaincu, mais tout ça, sur Orsay, on n'a pas la main. Vous avez aussi parlé d'allonger, par exemple, le temps de la matinée. Je ne sais pas si, par rapport aux directives de l'éducation nationale, on a la possibilité... Bien sûr. Bon, alors ça, c'est déjà une bonne chose. Mais donc, la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on peut, nous, avec les moyens dont on dispose et la latitude qu'a une commune, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour améliorer, pour aller dans le sens du bien-être de l'enfant ? Quand vous dites « nous », c'est qui, nous ? Pardon. Nous, c'est la commune. La commune globalement. La commune globalement, oui. Bon, alors, il y a effectivement ce temps strictement scolaire qui peut être revu, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, moi, je sais que par rapport... Alors, je vais vous redire les communes que j'ai accompagnées, mais c'est vrai que j'en ai accompagné aux quatre coins de la France. Non, je n'ai pas accompagné Orsay, effectivement. J'ai même accompagné une intercommunalité, de 15 communes qui ont travaillé ensemble sur un projet identique avec la même organisation et qui aujourd'hui, alors qu'il y a 25 groupes scolaires qui sont concernés, conservent l'organisation mise en place et la maintiennent parce qu'ils en sont excessivement satisfaits. Donc il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut jouer. On peut jouer sur l'accueil le matin de l'enfant, on peut jouer sur des matinées plus longues, on peut jouer sur la suppression du trop de transition, on peut jouer sur l'aménagement de la pause méridienne. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut effectivement avoir un effet tout à fait positif pour un mieux-être de l'enfant. Et donc juste la question, est-ce que vous êtes disponible actuellement si la commune vous demandait de nous accompagner ou pas ? Alors c'est peut-être à la commune qu'il faut demander ce qu'elle en pense d'une part. Et puis là, dans l'immédiat, non, parce que je fais ça tous les jours partout en France depuis la rentrée scolaire. Parce que beaucoup d'élus m'ont demandé de venir les aider à être éclairés. Et beaucoup de communes m'ont déjà demandé de les accompagner. Parce qu'elles se sont rendues compte à la fin de la conférence qu'effectivement, il y avait peut-être des améliorations possibles à faire et des choses sur lesquelles on pouvait travailler. Mais c'est pas moi qui ai la main sur la demande d'Orsay. Vous parliez d'alléger la matinée. Ça de commencer l'école plus tôt ou justement de décaler l'heure du repas à plus tard? Ça peut être les deux. D'accord. Ça peut être les deux. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis le décret Hamon, nous avons des matinées qui oscillent entre 3h30 et 3h45. Et j'ai toujours à Lille le groupe scolaire qui date de 96, qui lui est à 4h le matin. Donc ce groupe scolaire fait du 8h30, 12h30. Les autres qui sont à 3h30 font souvent du 8h30, midi. Et ceux qui sont avec 3h45, c'est souvent 8h30, midi un quart. Donc j'ai un peu de tout ça. ils n'ont pas trop faim? Ils n'ont pas faim du tout, dans la mesure où on a travaillé sur le petit déjeuner, justement. Donc à la fois, comme je l'ai dit, dans l'accompagnement qu'on fait quand ils arrivent tôt le matin, mais également avec les familles. On a fait un travail avec les familles pour leur faire comprendre à quel point il est important que l'enfant ne vienne pas le ventre vide ou à moitié vide, parce que ce n'est pas parce qu'il a pris une boîte de tic-tac qu'on estime qu'il a pris un petit déjeuner. On revalorisait énormément le pain, en expliquant à quel point le pain est utile et indispensable au petit déjeuner, en expliquant qu'avoir des produits protéinés le matin, qu'ils soient végétaux ou animaux, c'est intéressant également de l'avoir le matin.
Et donc, en travaillant comme ça, on a réussi à faire qu'effectivement, les enfants ont maintenant un petit déjeuner qui est bien constructif. On a également, quand on a surtout des matinées longues, comme 3h45, et ça a été accepté également par les IEN avec lesquels j'ai travaillé, on a instauré une pause avec des fruits de saison dans la matinée. Donc, au premier tiers de la matinée, on leur fait déguster des fruits de saison pour qu'ils apprennent à connaître les fruits, y compris ceux vers lesquels ils n'iraient pas du tout, a priori, parce qu'on le fait en groupe et donc ça se passe différemment, etc. Et finalement, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas du tout faim au moment où ils ont faim normalement quand on les amène au repas, quoi. Il n'y a pas de perte avant d'attention parce qu'ils seraient en pleine hypoglycémie. Ça n'apparaît pas. Ils ont la chance parce que je trouve que c'est pas évident, malgré les consignes qu'on peut leur donner, justement de venir manger protéiné, varié. Souvent ils n'ont pas faim le matin. C'est pas évident. Ça dépend de l'heure. Parce que quand ils sont levés trop tôt, c'est vrai qu'ils n'ont pas faim, qu'ils n'arrivent pas à le prendre parce que c'est trop tôt. D'où l'idée de le retarder et de faire qu'ils le prennent plus tard. Et généralement, entre 7h30 et 8h moins le quart, ils ont faim et ils mangent à ce moment-là. C'est la bonne heure pour qu'ils prennent leur petit déjeuner, c'est vrai. Petite question, donc déjà merci pour la qualité de votre exposé. Par rapport au nombre de matinées par semaine pendant lesquelles les enfants travaillent, le débat un petit peu en ce moment, c'est 4 ou 5 matinées par semaine, enfin 4 ou 5 jours. Je voudrais savoir, en se projetant un peu plus, est-ce qu'il y a un intérêt à faire par exemple 6 jours, 7 matinées par semaine? Comment ça se passe dans d'autres pays du monde? Est-ce qu'il y a des pays où on est sur 6 ou 7? Comment ça fonctionne? Enfin, en se projetant un peu plus en avant. Alors, vous avez raison de poser la question. Ce que je peux d'emblée vous dire, c'est qu'il n'y a aucun pays qui est sur 4. Aucun. Ça n'existe pas. Il y a pas mal de pays qui sont à 4 jours et demi, c'est-à-dire avec 5 matinées et 4 après-midi. Il y a d'autres pays qui sont à 5 journées équivalentes, avec tous, partout, des matinées plus longues et des après-midi réduites, systématiquement. Il y a des fédères en Allemagne qui sont à 6 jours, il y a des régions en Italie qui sont à 6 jours, la Russie est à 6 jours. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le monde. 4,5, 5 ou 6, mais jamais 4. Ça n'existe pas. Et les pays du Nord, ils sont à combien? Parce qu'en général, c'est ceux qu'on a comme référence. Oui, ce qu'on a comme référence, c'est dans tous les pays du Nord, les matinées sont longues, systématiquement. Et la plupart sont à 5 jours, 5 jours équivalents, mais avec des après-midi vraiment très allégés. 4 jours et demi ou 5 jours. Oui, bonjour. En fait, je me demandais si, dans l'hypothèse on prend 4 jours et demi, est-ce qu'il y a une préférence à avoir une demi-journée le mercredi ou le samedi, de couper la semaine ou pas? Quel est le préférable? Alors, c'est pas tant couper la semaine ou pas. Moi, je vais vous répondre honnêtement. J'ai toujours milité pour le samedi matin de classe. D'une part, parce que ça réduit la durée du week-end et il a été prouvé par pas mal d'études que cette longue rupture, elle est beaucoup plus délétère que la rupture d'une seule journée dans la semaine. Que c'est vrai que c'est un moment où on sait que le climat d'école, il n'est pas du tout le même. Que sur le plan pédagogique, c'est un vrai plus parce qu'on finit la semaine, on la termine avec le samedi matin, que les rencontres spontanées entre les enseignants et les parents se font beaucoup plus facilement, les parents entre eux qui peuvent se rencontrer. Et si le climat d'école est plus calme le samedi, c'est souvent parce que celui qui amène l'enfant ne travaille pas. Donc il n'est pas pressé de le lâcher à l'école parce qu'il ne va pas être en retard au boulot ce matin-là. Donc effectivement, moi j'ai toujours plutôt privilégié le samedi matin. La société d'aujourd'hui fait qu'on privilégie le mercredi matin au samedi matin pour des tas de raisons, parfois avec des faux arguments d'ailleurs, que j'ai assez facilement démontés. Néanmoins, dans les communes que j'ai suivies, il y a eu les deux. Il y a eu du samedi et il y a eu du mercredi matin. Mais dans les deux cas, ils sont contents, finalement, étant donné qu'on a tout aménagé. Par contre, ce qui est très, très gênant pour le mercredi matin, c'est le fait que dans pas mal de communes, j'avais pu constater que ça avait gonflé les centres de loisirs du mercredi après-midi, puisque les parents travaillent toute la journée.
Pour que les enfants mangent le midi, il fallait qu'ils aillent au centre de loisirs manger, et donc il fallait qu'ils restent au centre de loisirs l'après-midi également, puisqu'ils avaient pris le repas sur ce centre de loisirs. Donc ça avait gonflé encore le temps de collectivité pour les enfants. Et puis ce qui s'est passé également dans pas mal de communes, je ne peux pas parler d'Orsay parce que je ne connais pas suffisamment, c'est que toutes les associations et clubs sportifs ont déporté leurs horaires de clubs et d'activités. Et qu'on s'est retrouvé avec des enfants de 7-8 ans qui parfois ont une activité sportive après 17h30, 18h. Et ça, franchement, ce n'est pas la bonne heure du point de vue du rythme de l'enfant. Bonsoir. J'avais une question sur l'application concrète. Parce qu'on a bien compris que le mieux, c'est de travailler le matin. Mais moi, j'avais deux questions. La première, on a la chance d'être dans une commune qui propose beaucoup d'activités sportives aux enfants. Pour des raisons très concrètes d'organisation, ces activités ne sont pas possibles l'après-midi puisqu'ils n'ont qu'une heure d'école l'après-midi. Et donc concrètement, on se retrouve à avoir une situation où les enfants font le sport le matin. Et moi, concrètement, ma fille, par exemple, qui est en grande section, elle a quand même 3 matinées sur 5 qui sont prises par des activités sportives ou musicales. Très bien par ailleurs, hein, ce n'est pas le sujet. Mais du coup, au final, on est un peu contradictoire avec la notion de concentrer le travail le matin. Et là, du coup, face à ce genre de contraintes, qu'est-ce que vous proposeriez comme aménagement différent ? Ce que je vous ai proposé tout à l'heure, justement, en mettant ces matières-là le matin, mais avec des matinées plus longues qui permettent de jouer sur des alternances pédagogiques. Parce que contrairement à ce que vous croyez, en musique, elle apprend plein de choses. Tout à fait. En activité sportive, elle apprend plein de choses. C'est pas le sujet. L'idée, c'est pas de les supprimer, c'est de comprendre. Non, mais elle l'apprend bien le matin. Et c'est pas la peine de mettre ces matières-là à des moments où ils sont peu disponibles, parce qu'ils n'apprendront pas la même chose dans ces matières-là quand ils ne sont pas peu disponibles. Donc moi, j'ai tout le temps, des activités comme celle-là, y compris en élémentaire, grâce aux matinées plus longues. Et c'est vrai que les matinées plus longues, elles aident beaucoup à ça, parce que là, on peut très bien avoir et des maths et du français, mais également de l'EPS, de la musique, aller à la piscine, faire de l'art plastique, faire de la découverte du monde, etc. Il y a une vraie alternance qui se fait, qui se met en place et qui maintient beaucoup plus longtemps la disponibilité des enfants. Et c'est justement tout l'enjeu de ces changements à faire. Parce que quand vous dites le temps de concentration, mais c'est quoi la concentration ? C'est tout simplement, il faut que vous sachiez quand même, je vais peut-être refaire un petit historique, il faut que vous sachiez que ces choses-là, elles n'arrivent pas comme ça n'importe comment. En 1969, il y a eu un changement, à savoir que c'était le ministre, c'était Olivier Guichard, il a décidé qu'il n'y aurait plus, 69 ça a suivi 68, donc certains d'entre vous savent qu'il y a eu un petit peu de mouvement en 68, donc il a fallu qu'il y ait quand même des changements qui apparaissent. Il a décidé que la semaine scolaire ne serait plus de 30 heures mais de 27 heures. Jusqu'en 69, la semaine était de 30 heures. Les enfants avaient classe le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, toute la journée, jusqu'en 69. C'est ce que j'ai connu à l'école primaire. Et j'en suis pas morte du tout. Il a donc décidé qu'elle passera 27 heures. Il a supprimé le samedi après-midi de classe. On avait donc classe le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi matin. En 1972, le jeudi qui était férié a basculé au mercredi pour rééquilibrer la semaine. Lundi, mardi de classe, mercredi pas classe, jeudi, vendredi, samedi matin. Or, dans les circulaires d'application de celles qui faisaient passer la semaine à 27 heures, il y a des circulaires qui sont apparus en disant qu'effectivement, il fallait partir du principe que le matin, les enfants sont beaucoup plus disponibles aux apprentissages, leur concentration est meilleure, etc. Donc, c'est important de faire tout ce qui est difficile le matin. Le problème étant qu'à l'époque, les journées étaient de 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Ayant 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi, dans la circulaire qui disait quel était le découpage du programme scolaire, il y avait 10 heures de français, 5 heures de maths. Eh bien, 10 heures de français plus 5 heures de maths, ça fait 15 heures à répartir sur 5 matinées de 3 heures. Conclusion, à partir de 69, on a fait des maths et du français le matin parce qu'il fallait faire les 10 heures de français, les 5 heures de maths le matin, là où ils sont le plus disponibles. Parce qu'on avait 3 heures le matin. Et finalement, on n'arrive pas
à bousculer ça. Vous allez dans n'importe quel autre pays, vous verrez qu'ils n'en sont pas à faire ça le matin. Pas du tout. Le matin, ils sortent, pas même pour aller faire du sport. Ça leur arrive d'aller à l'extérieur, etc. Parce qu'ils ont tous des matinées beaucoup plus longues. Donc c'est peut-être ça qu'il faudrait réussir enfin à bousculer dans ce pays. Alors pour vous amuser complètement, cette journée de 3 heures le matin et de 3 heures l'après-midi, avez-vous la moindre idée de quand elle date ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on fait 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi dans notre pays, alors que ça ne se fait même pas ailleurs, sachant que dans le nord de la France, on est proche de la Belgique et de l'autre côté, il y a l'Italie, etc. On n'a pas 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Il n'y a qu'en France. Vous savez pourquoi ? Et vous savez d'où ça vient ? Est-ce que quelqu'un y a déjà réfléchi ? Non, jamais personne. Vous vous dites, c'est ce que j'avais quand j'étais en classe. Puis peut-être bien que mes parents aussi. Et pourquoi pas mes grands-parents ? Et puis jusqu'où on remonte d'après vous ? Personne n'a d'idée. Personne ne s'est jamais demandé d'où ça venait. On vit comme ça sur une journée, on ne se pose pas la question de savoir, mais pourquoi finalement on a cette journée qu'on ne peut pas la bousculer ? Bon, allez, je vais vous l'apprendre. Elle vient du XVIe siècle. Au XVIe siècle, il y a des écoles qui ont commencé à se mettre en place, puisqu'il y avait déjà, il faut le savoir à l'époque, une idée de scolarisation pour tout le monde. On commençait déjà à penser à ça au XVIe siècle. Donc c'était plus simplement aller à l'école à la maison avec le précepteur qui venait faire son cours particulier, etc. On a commencé à créer des écoles. Et pourquoi 3 heures le matin ? D'ailleurs, sur la même formule que jusqu'en 69. Lundi, mardi, mercredi et vendredi, samedi. C'était pareil. 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'était le temps des prières. Que quand l'enfant se levait tôt le matin, il devait d'abord passer pour faire une prière et un peu de catéchisme. Et juste avant de faire classe, il avait droit à une prière. Il avait 3 heures de classe, il refaisait une prière. Puis il allait manger, il refaisait une prière. 3 heures de classe et il refaisait une prière. Et ça a duré comme ça jusqu'en 1882. Ce qui veut simplement dire que vos journées d'aujourd'hui, de 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, qui fonctionnent dans une école publique, laïque, républicaine, reviennent du temps canonique. C'est-à-dire que c'est religieux, que ça n'a rien à voir avec du laïque. Et que ce qu'a fait Jules Ferry quand il a créé l'école, il a dit, le jeudi, il est conservé, il servira à faire l'éducation religieuse. Parce que les enfants en avaient tous les jours, jusqu'en 1882. Tous les jours, ils faisaient un petit peu d'éducation religieuse, de prière, etc. Et c'est en 1882 qu'on a décidé qu'on sortait de ça du temps scolaire et que c'était regroupé sur le jeudi qui devenait le moment de l'éducation religieuse. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, je pense qu'en 2018, pour refonder l'école, on pourrait peut-être un petit peu bousculer la journée du XVIe siècle. C'est une idée parmi d'autres. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, je peux vous le dire. On n'a plus de journée de 3 heures, 3 heures. Et depuis longtemps. Bonsoir. Vous parlez depuis tout à l'heure que donc, la fin de journée, on est moins vigilant, que l'enfant est moins vigilant, etc. Et je voudrais du coup savoir ce que vous pensez du coup des devoirs qui sont faits du coup en fin de journée, où on demande quand même beaucoup du coup une concentration et un effort à l'enfant à ce moment-là. Vous me redonnez une soirée ? Parce qu'il m'en faudrait bien une pour parler des devoirs. Qui sont nombreux en plus. Ouais. Moi, en tout cas, ma fille en CE2 en a quand même pas mal. Qui sont interdits depuis 1956, mais enfin ça c'est un détail. Oui, des exercices, préparation de dictée tous les soirs, maths, français et voire plus. Ben oui, c'est exactement ce qu'en 1956 on avait dit qu'on ne devait plus avoir. C'est pour ça que j'ai parlé des leçons tout à l'heure et que je n'ai pas parlé des devoirs, parce que les leçons elles ont toujours été autorisées et au contraire c'est important parce que ça fait travailler la mémoire des enfants. Et là moi je pense aussi qu'il y aurait un gros travail à faire parce que je veux dire, on en est encore à des devoirs d'application, on n'en est pas du tout à du travail personnel qui permet que l'enfant développe sa métacognition, développe véritablement une meilleure connaissance de lui-même par rapport à comment est-ce que j'apprends à mémoriser, comment est-ce que j'apprends à faire attention, etc. Alors que c'est à ça que devraient servir ces travaux personnels qu'on leur propose sur la fin de journée, qui n'ont pas du tout le même poids
qu'un travail où il y a un rendement attendu par rapport à l'exercice qui est à faire, etc. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il me faudrait un temps long pour développer. Mais j'entends votre question tout à fait. Et c'est vrai que ça ne me semble pas forcément productif pour certains enfants parce qu'il n'est plus vraiment à même de se concentrer suffisamment pour faire ce qui lui est demandé à ce moment-là. Donc ça marche toujours bien pour ceux qui fonctionnent bien, qui n'ont aucun souci, mais ceux qui ont un peu plus de fragilité, de difficulté, c'est sûr que ça doit leur prendre beaucoup plus de temps et du coup être beaucoup plus coûteux sur le plan cognitif. Je pense que dans la réforme, il semble que la matinée a été limitée à 3h30. Alors, dans simplement le décret de Hamon, mais pas dans celui de Payon. Dans celui de Payon, on pouvait aller plus loin que 3h30 de manière dérogatoire. Dans la réforme de Payon, il était possible dérogatoirement de prendre le samedi matin, d'avoir une matinée de plus de 3h30. C'était la deuxième dérogation. Il y en avait une autre de dérogation. Comment ? Non, ça ne faisait pas partie des dérogations. Je ne sais plus. Mais enfin, en tout cas, dans le décret Payon, on pouvait le faire. Et finalement, nous, on a appliqué le décret Hamon, mais les 3h45 ont été quand même acceptés quand on l'a mis en place parce qu'on l'a argumenté du point de vue pédagogique. Je peux d'ailleurs vous dire qu'une école l'a fait dans le pays fléchois. Bon, alors que je vous dise tout de suite, l'organisation que j'ai mise en place, ce sera plus simple. Nous avons donc des matinées longues, 3h30 ou 3h45. Du coup, les après-midi sont plus courtes. Elles font entre 2h05 et 2h10 selon la taille de la matinée. On a 3 après-midi pour l'enseignant, une après-midi qui est consacrée à un parcours de découverte. Donc c'est ce qu'on a mis en place dans le projet intercommunal. Et en ne mettant pas le parcours sur la même après-midi, ça permet que les ressources tournent de commune en commune pour que les enfants de toutes les communes aient la même qualité de parcours qui leur soit proposé grâce à ça. Et dans ce groupe intercommunal, il y a une commune où les enseignants m'avaient dit « Nous, ce qui nous gêne, c'est les APC. On ne sait jamais où les mettre, ça déborde toujours. Et puis, comme on n'a pas des enfants en grande difficulté, finalement, on ne sait pas trop quoi en faire. » Et je me souviens leur avoir dit « Pourquoi vous ne faites pas des vraies activités pédagogiques complémentaires, comme on a le droit avec la loi de refondation. Ce n'est plus du soutien comme c'était sous Darcos, c'est des activités pédagogiques complémentaires qui peuvent être mises en place. » Et là, les enseignants, en discutant, me disent « Ben oui, mais quoi, je ne sais pas, faire du théâtre avec vos enfants, faire un journal, faire monter une comédie musicale, que sais-je, c'est plein de choses qui peuvent être faites à ces moments-là. » Et tous les enseignants se sont dit « C'est une super idée. » Et partant de là, je leur ai dit « Mettez-le dans votre emploi du temps, du coup, comme ça ne débordera pas. » Et ils sont partis là-dessus. Ce qui fait que cette école, et c'est accepté, ça a été accepté, fonctionne avec 3h45 tous les matins, pendant 5 matins. Ils ont 4 après-midi qui font 2h05. Une de ces après-midi qui fait 2h05 a un parcours de découverte fait par la collectivité pour tous les enfants. Et les 3 autres après-midi sont pour les enseignants. Le 3e après-midi, c'est justement le vendredi après-midi qu'ils l'ont. Sur leurs 2h05, ils ont 1h05 de classe, 1 heure d'APC. Et donc, le vendredi après-midi, c'est théâtre, c'est journal, c'est comédie musicale, etc. Ce qui fait que ces enfants-là ont 5 matinées de 3h45. Le lundi après-midi, le mardi après-midi, ils ont 2 après-midi de 2h05 qui sont très allégés parce que les enfants font beaucoup d'activités en petits groupes qui mettent en pratique des choses qu'ils ont apprises le matin, etc., qui est beaucoup plus souple du point de vue du travail qu'un travail de grande concentration. Le jeudi après-midi, ils ont leur parcours de découverte. Le vendredi après-midi, ils ont une toute autre activité avec leur enseignant qui fait que la semaine se termine dans de très bonnes conditions.